Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Kevin, bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Alors je vais te laisser te présenter toutes tes activités professionnelles. Je crois que je serai incapable de toutes les citer moi-même. Comment dire, non, je suis artiste, c'est-à-dire que toutes les branches du milieu artistique m'intéressent. J'ai commencé comédien, c'est ce que je pensais vraiment faire. M'apercevant ensuite que c'était pour connaître justement tous les différents métiers du corps cinématographique, mais aussi télévisuel et audiovisuel. J'ai donc beaucoup observé pendant plusieurs années, en étant juste comédien, mais en même temps j'étais aussi animateur jeunesse, ce qui m'a beaucoup formé sur le direct, sur le rythme, sur la diction, l'élocution, le débit, trop rapide là, mais qui devrait être plus lent. Et ça a été 10 années de formation avant que je tourne la page de ce qui était très populaire, donc de la série que je faisais sur TF1 et des émissions que je faisais à Disney Channel puis Gulli, pour créer mon podcast comme toi. Et suite à ça, maintenant, du coup, j'écris des livres sur le cinéma. Et je réalise des documentaires. Mon premier film là dans quelques semaines. Et donc voilà, disons que c'est toujours le même métier, mais comment dire, construit de manière différente. L'écriture, c'est sur le cinéma. L'animation, c'est un comédien un petit peu fou qui parle de sa passion sur scène. Même chose dans mes éditos, ça a un lien, sur CNews notamment, ça a un lien avec mes livres. Donc c'est très différent, mais tout a un lien. Je trouve une homogénéité dans tout, on va dire ça comme ça. Oui, tout est lié par en fait, ta passion pour, pour le cinéma aussi à la base et l'acting. Le cinéma, attention, parce qu'il y a autant de cinéma que de pays. Le cinéma français et américain, qui plus est de patrimoine. Donc entre 1930 et 1970, c'est un peu mon dada. Et alors, pour te rendre compte vraiment que c'était ça, cette période-là, ce cinéma-là qui t'intéressait, à quel âge tu dirais que tu t'as commencé à t'y intéresser réellement au cinéma ? C'est le cinéma que j'ai connu. Donc c'est comme les gens qui, malheureusement, ne regardent que des séries... j'ai commencé à être méchant déjà. J'ai eu la chance, on va dire, voilà, j'ai eu la chance qu'on m'ait fait découvrir le cinéma par ce biais-là. Donc du coup, ça n'a pas été ensuite, comme j'entends énormément de personnes autour de moi dire, ah oui, mais il faut que je m'y intéresse, il faut que j'y aille, il y a toujours ce terme rébarbatif de on y va, et la culture peut être divertissante. Et moi, par exemple, un film comme Cléopâtre qui dure 4h30 me divertit totalement, et pourtant j'en sors moins con que je suis rentré. Pour moi, ça c'est le but du cinéma. Donc j'ai eu la chance d'avoir une famille extrêmement cinéphile et cultivée, et très à cheval d'ailleurs sur ce qu'ils appelaient la culture. Donc regarder des films en VO, avoir aussi des explications de recontextualisation du film. Donc je suis vraiment tombé dedans petit. Le cinéma que j'ai découvert était celui des comédies populaires françaises des années 50, 60, 70, avec notamment De Funès. Cinéma américain, Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe. Donc depuis tout petit, en fait, c'est devenu mon cinéma. Si bien que le cinéma dit populaire ou mainstream, ça l'a été plus tard. Je vais voir 10 films par semaine à peu près. Il y a 6 ressorties dedans et 4 films dits contemporains. Donc c'est vraiment mon cinéma. Je trouve que c'est parfois beaucoup plus moderne que ce qui est fait maintenant. C'est quand même incroyable de réussir à aller voir 10 films par semaine. J'en ai besoin. Il y a des gens qui ont besoin de leur canon de rouge tous les jours, et des gens qui ont besoin dans ce métier, pas que dans ce métier d'ailleurs, à Paris, quel que soit le corps de métier, de leur ligne de coke. Moi j'ai besoin vraiment d'aller au cinéma le matin. Donc très souvent j'y vais au cinéma le matin, le midi quand je peux. Et le soir, les dernières séances, j'aime beaucoup le cinéma tard le soir. Mais j'ai vraiment besoin d'y aller déjà professionnellement, de voir les ressorties. Parce que j'en anime beaucoup. Donc généralement, quand j'anime des séances, je regarde le film après. Donc ça, déjà, ça me fait 4-5 séances faciles. Et autrement, oui, j'en ai vraiment besoin. C'est vraiment aller en salle est une drogue. Ah c'est top. C'est plutôt une bonne drogue. C'est quand même plutôt sain. C'est une drogue qui élève. C'est qui élève l'esprit et l'âme, qui est un voyage. On va dans une salle de cinéma, on peut tout de suite voyager... en Asie, au Pérou, en Afghanistan, en Irak, dans la Drôme, une rencontre avec toutes les classes sociales possibles, une mise en identification avec des gens qui sont très différents de nous. Et donc du coup, je trouve qu'en plus d'être une échappatoire, c'est une ouverture sur le monde total. Et moi, j'ai énormément appris par le cinéma. Par exemple, là, on enregistre ce podcast quelques jours après le décès de la reine Elisabeth II. Je me suis rendu compte à quel point j'étais fasciné par la politique britannique et l'importance de la monarchie par le cinéma, par les films de Stephen Frears,
l'âge d'or d'Elisabeth avec Betty Davis 1952. Enfin, le cinéma m'a appris surtout la politique aussi. Tout mon background politique vient du cinéma. Le cinéma est l'origine de tout. Oui, puis c'est vrai que finalement, si ce que t'aimes le plus, c'est les films en plus de patrimoine, c'est quelque chose qui est super, qui t'amène énormément de culture en fait. Et puis tout est lié. Par exemple, le féminisme, moi je le lie à l'histoire du cinéma. Les premières femmes qui ont réalisé, écrit des films, monté des films, ce sont des femmes. Alice Guy, c'est 200 films jusqu'à 1908, et ce qu'on décide des financiers décident de s'appeler producteurs. Donc tout est lié, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la forme de lutte contre toute discrimination. Le cinéma, c'est un témoin du siècle. On voit les changements de société à travers le... C'est pour ça que c'est pas juste aller voir un film, ou c'est pas juste du divertissement, c'est une ouverture sur le monde, et c'est un cours d'histoire de voir un film. Évidemment, je parle de films qui sont pas les tuches, ou... voilà. Oui. Oui, qui sont un autre style de cinéma. Dont on a besoin pour avoir de l'argent pour faire d'autres films, mais c'est pas du tout le cinéma que je défends, c'est pas du cinéma d'ailleurs pour moi, c'est du divertissement, c'est très différent du cinéma. Et donc, quand t'as commencé à regarder ces films enfants, que tu t'es rendu compte que vraiment t'avais cette passion-là, t'as de suite su que toi, ce serait ça ton métier? T'as pas pensé à une autre carrière, que ton métier se ferait dans ce milieu-là? J'ai toujours su que je voulais, comment dire, ne pas faire quelque chose de métro boulot dodo, être dans un truc de passion. Après, ça n'a pas été clair. Journaliste, après ça a été... Et en fait, c'est quand j'ai découvert le théâtre, jeune, 14-15 ans, le théâtre classique en plus, donc dit de patrimoine, à la Baule, que je me suis dit que j'aimais énormément cela. Mais d'abord plus le théâtre, pas du tout d'envie de faire de l'image ou de la... Mais pas du tout. Et c'est marrant d'ailleurs. Et je fais que ça maintenant. Et du coup, j'ai ensuite fait un conservatoire, celui de Nantes, théâtre encore. Et je suis monté à Paris pour faire du théâtre. Et très rapidement, j'ai fait de l'image, d'abord en animateur sur Disney. Puis ensuite, il y a Clem qui est arrivé, etc. Donc, alors que normalement, c'est plus le théâtre. Et ensuite, par l'image, je me suis rendu compte de ce que je n'aimais pas du tout dans ce métier, c'est-à-dire les séries populaires de TF1, même si je suis ravi d'avoir fait ça quand même plusieurs années parce que ça m'a appris le métier d'un point de vue technique, etc. Mais c'est quand même par l'image que j'ai ensuite évolué vers d'autres choses, alors que je voulais vraiment faire du théâtre. Moi. C'est pas du tout l'image qui m'intéressait. Ouais. Encore moins les trucs très populaires. Enfin, c'est facile de dire ça 10 ans après, mais je crois qu'à l'époque, c'était pas du tout. Je crois que vraiment, c'était complètement par hasard. Mais après, je me dis, on fait jamais un casting par hasard, donc c'est con pour moi de dire ça, parce que je fais un casting, je sais bien que si je suis pris, c'est de l'image. Donc, je sais pas, mais en tout cas, j'avais pas l'impression que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, de l'image. Parce que comment t'es arrivé finalement? Tu dis que t'es arrivé dans ce casting par hasard? Bah oui, je suis arrivé à Paris, j'étais au cours Florent, que j'ai quitté rapidement d'ailleurs parce que j'apprenais les mêmes choses qu'au conservatoire. Et j'avais besoin de travailler. Et du coup, ouais, j'ai tourné dans quelques petites choses. J'ai été pris à Disney pour faire un spectacle sur Aladdin, puis à Disney Channel en animateur. J'avais 19 ans, 19 ou 20 ans. Et en même temps, du coup, je fais ce casting pour un mini-rôle dans un téléfilm qui viendra ensuite une suite, etc. Et c'est devenu une série. C'est quelque chose que j'ai compris bien plus tard et dans laquelle je suis resté 9 ans jusqu'à ce qu'il se sépare de la comédienne principale et que ça devienne une série qui ne ressemblait plus du tout à la série que j'ai connue. Il y a une pensée que quand on devient comédien, il faut choisir assez rapidement si on veut faire de la télé ou du cinéma parce que le passage entre les deux est très dur. Ah. Alors je sais pas si le passage en comédien aux deux est très dur parce que maintenant il y a des comédiens et comédiennes qui arrivent à faire les deux, mais c'est souvent des comédiens et comédiennes très confirmés au cinéma qui arrivent à faire le pont. Après, il y en a qui viennent de la télévision, qui vont au cinéma et qui ne reviennent plus à la télévision. Je pense à une amie à moi, Elodie Fontan notamment. Je sais pas si elle a fait de la télévision depuis son truc sur M6 il y a quelques années. Je sais pas si c'est dur pour les comédiens. Parce que moi, à partir du moment où j'ai quitté la série Clem, je me suis dit que je pourrais plus jamais tourner quelque chose qui ne me plaise plus. Donc du coup, j'ai fait des choses très confidentielles depuis, que ce soit en télé ou cinéma. Mais comment dire, mais du coup, là où j'ai vu, c'est que maintenant, écrivant des scénarios et réalisant des films documentaires sur le cinéma ou des films tout court, c'est pas ce passage, c'est pas il n'y a pas de condescendance, mais forcément quelqu'un qui sort de 8 ans de TF1 et 8 ans de Gulli qui veut écrire un livre sur le cinéma des années 30, ça peut faire rire. Donc je comprends. Ou quelqu'un qui veuille faire un film d'auteur sur la sérophobie alors qu'il vient d'une série TF1. Je peux comprendre au début, il m'a fallu un livre, des bonnes critiques sur ce livre, 100 heures de podcast, 20 conférences, à peu près 100 animations de séances. Non pas pour faire oublier ce que j'étais avant, parce que j'aurais pas eu ça sans ce que... Mais en tout cas pour qu'on me fasse confiance, avoir un peu de légitimité, je sais pas. Mais en tout cas, oui, ça a été compliqué
par rapport au financier et tout, à 30 ans, de passer de l'un à l'autre, oui. Ça, ça a demandé beaucoup de travail, mais tout demande beaucoup de travail, je crois. Donc tant mieux, au final. Mais est-ce que tu penses que du coup, le conseil, à la limite, ce serait éventuellement de dire réfléchissez avant de prendre vos projets à ce que vous voulez faire après, ou ce Ah serait non, pas quand un tu bon commences, il conseil? faut prendre tout ce qu'il prend. Enfin, tout ce qu'il y a à prendre. Moi, je suis ravi d'avoir commencé à Disney Channel ou sur Clem, alors que c'est aux antipodes, pas Disney. Parce que j'ai quand même grandi avec le Club Dorothée et tout, donc j'étais quand même très content de faire ça. Mais Clem, et je... Ah non, non, parce que j'aurais regardé cette série avec Victoria Abril, etc. Mais au bout d'un moment, je sentais que ça devenait alimentaire pour moi. Et comment dire, et du coup, alors que je faisais beaucoup d'autres choses, c'était tellement populaire que les gens ne parlaient que de ça, alors que j'avais un mini truc dedans. Donc c'était très frustrant, mais quand tu commences, t'as pas le choix. Donc tu prends tout ce qu'il y a à prendre. Après, par contre, mon conseil, c'est que quand il faut pas s'enliser. C'est comme il y a beaucoup de comédiens qui commencent, qui font de la publicité. Ils voient que ça paye très bien, ils font que ça. Et quand ils se réveillent en se disant mais où est ma passion, j'ai besoin de faire un truc qui, bah, c'est trop tard. Il y a beaucoup de gens qui s'enlisent dans une série télévisée et qui, quand cette série est virée par les audiences, se rendent compte que c'est trop tard, qu'ils n'ont rien fait d'autre. Euh, Même chose pour la télévision et l'animation. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre des paris et sentir quand. Je crois qu'une des meilleures décisions que j'ai prises, c'est de partir de cette série quand Victoria Abril est partie parce que c'était au top et du coup je ne restais pas ni pour la thune ni pour et ça c'est quelque chose dans le métier dans le milieu du cinéma on dit ah t'as quand même quitté une série même s'ils m'ont un peu mis vers la porte hein, mais t'as quitté une série qui était populaire etc. Du coup ça met un truc de il a quitté alors qu'il y aurait pu avoir un peu de donc il faut sentir quand il faut prendre des paris sinon après c'est trop tard sauf pour les gens qui ne veulent que faire de la télévision rester sur TF1 faire Danse avec les stars et faire que ça de leur vie et ça du coup ils gagnent de l'argent ils ont de la popularité de la visibilité de la notoriété mais tant mieux pour eux s'ils veulent ça moi c'est tout ce que je voulais pas donc du coup j'ai senti qu'il était temps de partir un peu. Mais après, il y a du coup une grande question aussi, je pense, de confiance en soi au moment où, pour prendre ce genre de décision et se dire, là, je pars et je crois que je vais faire autre chose et Non, mais et je j'y me dis que crois. j'étais malade. Hein. Comme je me dis que j'étais malade quand j'étais prêt à Sciences Po et que j'ai choisi de faire le conservatoire. Comme je me dis que j'étais malade quand je suis arrivé à Paris et que je connaissais absolument personne, etc. Mais c'est après qu'on se rend compte parce que sur le moment, ce métier est fait de Paris. Et je me suis dit, c'était en 2018, j'allais avoir 30 ans. Je me suis dit, ok, je suis dans une série où il vire le personnage principal. Il me propose quelque chose qui casse pas trois pattes à un canard, où je serais certainement très bien payé, mais qui semble ne pas être très qualitatif. Je commence à être un petit peu âgé pour faire des émissions. Je recevais des gamins sur Gulli, je savais pas qui c'était, je connaissais pas leur langage, donc c'était complètement. Je me suis dit, il faut que je fasse un pari, j'arrête tout. Je savais que ce serait dur. Hein. En plus, j'ai eu un incendie, enfin, j'ai eu mon appartement qui a été ravagé par un incendie en même temps, un cancer des testicules. Enfin, ça a été une année, mais l'année Ouais, une année horribilis de un la peu reine costaud, ouais. 1990. Ouais, mais du coup, après, ça m'a vraiment. J'ai retrouvé ce qu'était vraiment le travail. Et pendant un an, ces podcasts que je faisais pour Spotify, hébergés par le média VL à l'époque, qui ont complètement changé ma vie professionnelle, mais c'était tellement de boulot. Et je suis parti d'un podcast qui était écouté par 2000, 3000 personnes, et on a fini à 100 000 avec Tim Burton et Guy Ritchie. Et ça a été J'aime bien parce que énormément. tu dis ça de manière complètement Ouais, mais parce normale. que ça a été énormément de travail en fait pendant un an. Je dormais ils m'en ont d'ailleurs bien voulu, mais je dormais à VL Media. C'est-à-dire que je voulais tellement faire une émission qui, c'est un peu ce que tu me disais hors antenne sur ton podcast. Je voulais tellement faire quelque chose pour montrer aux gens non pas ce que je savais faire, mais quelle était mon idée d'un podcast intéressant et que s'il y avait quelqu'un à l'animer, ça devait être moi. Que du coup, j'ai vraiment, mais I worked my ass off. Les émissions que je faisais sur Game of Thrones où on disait au CES qu'on était 12, j'étais tout seul. Ça durait 4 heures les émissions. Je recevais des gens comme Audrey Pulvar, comme le rédac chef d'Historia et tout. Et je lisais des mémoires sur la guerre la nuit pour être prêt pour l'émission le lendemain. Enfin. C'était, je dormais à VL Media, je préparais toutes mes émissions là-bas, et du coup c'est ça qui m'a permis de faire un livre et qui a été la porte d'entrée dans le métier du cinéma. Attention, il n'y a pas de condescendance ou mais qui m'a permis tout de suite de dire ok, j'ai écrit 1000 pages d'un bouquin quand même, Burton m'a fait confiance, donc lisez au moins ce que j'ai à. Donc disons ça a été énormément de travail. Et pour moi, comme rien n'arrive sans travail. Et malheureusement, on est dans une société où des gens font des photos à poil, ont 10 000 abonnés, 10 000 likes et ont l'impression qu'ils ont réussi leur vie. Je ne sais pas ce qu'ils feront quand les réseaux sociaux disparaîtront. C'est très mal connaître l'histoire numérique d'ailleurs. mais pour moi, tout arrive avec beaucoup de travail. Donc je suis content de ce que j'ai là, mais je travaille encore énormément parce qu'il y a des gens qui pensent que, effectivement, venant de l'audiovisuel, c'était assez simple. J'étais assez dans ma zone de confort en comédien ou en animateur parce que j'avais pas grand-chose à faire. Et c'était pourtant très populaire. Et après, tu fais des choses plus de niche et tu travailles énormément, mais au final, c'est dans le développement personnel, tu te sens quand même beaucoup mieux. Mais ça a été, ça a été 5 ans de labeur. Hein. Mais tout arrive avec du travail. Je pense qu'on arrive à
tout si on travaille. Puis en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est de vraiment mettre le mot travail, parce que souvent il y a cette espèce de... Parce que le travail ne peut ne pas être un labeur, ça peut être cool. Ouais, voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que souvent, quand on vit de sa passion ou qu'on monte son projet et que ça marche plutôt bien, on va te dire « Ah, mais c'est génial, tu peux pas te plaindre, tu vis mais de ta les gens, passion. » quand on vit de sa passion, ils voient par exemple, t'as sorti un bouquin, tu vis de ta passion. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut dire aussi la vérité aux gens. Les auteurs, on touche 10% par livre. Donc moi, mon livre coûte 21 €. Donc à chaque fois, les gens disent, c'est cher. Un, j'ai pas choisi qui coûte ce prix-là. Et deux, j'ai 2 € par livre. Qu'on a 2 ans plus tard. Donc même quand on a réussi à faire des choses, et des choses financières où il faut quand même faire attention, où les gens, on a l'impression qu'il y a 20 000 livres qui sont en vente, on a 40 000 € tout de suite. Pas du tout, que nenni, que nenni. Et puis c'est aussi le fait il faut les écrire, ces livres. Il y a des moments de doute, il y a des moments où on voit plus ses amis, où on est dans une espèce de forme de paranoïa, quête de légitimité, inconfiance en soi. Même chose, on arrive en disant, je vais tourner mon film. Il y a l'écriture du scénario, les rejets, les refus, voir les financiers, les producteurs. Donc en fait, on parle du travail une fois que c'est fait. Donc du coup, c'est vrai que quand on vend un livre, un film, c'est cool. Mais avant, c'est vraiment du travail et du labeur. C'est pour ça que j'appelle ça travail, même si ça peut ne pas être rébarbatif, mais parce que il y a le truc à accomplir, mais dans ce métier, quand on n'est pas juste passif, il y a aussi tout ce qui arrive avant, le financier, toute la préparation, the actual work, et ensuite la promo, ça c'est plutôt cool. Mais il y a beaucoup de travail quand même en amont. Mais ça, on n'en parle jamais. Bah ouais, c'est ça, on a l'impression que c'est facile. Non. C'est des beaux métiers, mais c'est pas facile, quoi. Non, ça demande beaucoup de travail. Vraiment. De passion, de travail, d'investissement et de connaissances. Enfin, moi, je pense que pour faire ce métier, il faut aussi savoir les bases de ce métier, d'où on vient pour savoir où on va. C'est comme ces journalistes cinéma qui m'énervent, qui s'appellent journalistes cinéma. Donc tout de suite, il y a un truc où on se dit, journaliste et cinéma. Et quand tu leur parles, ils ont même pas de carte pour aller au cinéma. Ils voient les films en streaming. Bref, donc vraiment, on perd un peu on se donne des titres sans avoir la culture pour, et ça m'agace, ça m'énerve énormément. Bah. Oui, c'est ça. Je suis très en forme. Ça, c'est une bonne journée, là. Si on reprend un petit peu au tout début, ce que tu nous parlais tout à l'heure du fait que tu as commencé le théâtre vers 14-15 ans, ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer le théâtre, toi, à ce moment-là ? Mes profs, le fait aussi d'être un peu différent des autres gamins, donc hashtag harcèlement scolaire, tout ça, mais que j'ai vécu tellement moins pire que d'autres maintenant que du coup je vais pas me plaindre, mais quand même un peu. Et le fait que du coup j'étais plutôt à l'aise sur scène, plutôt dans un truc comique. Et c'était au collège. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire un lycée assez prestigieux qui est celui de La Baule, un lycée franco-britannique, d'où mon émoi là cette semaine à la disparition de la reine, parce que j'ai quand même vécu 3 ans avec des cours d'histoire britannique, etc. Donc je suis beaucoup plus touché qu'un français lambda, et tous mes amis se fichent de moi. Ça fait 3 jours que je suis en deuil devant la BBC d'ailleurs. et comment dire, et c'est vraiment ma rencontre avec un prof qui s'appelle Yvon Michel à La Baule, qui m'a fait jouer Dorante dans Le Malade Imaginaire et Le Comte Almaviva dans Le Bourgeois Gentilhomme. Et comment dire, et ça a été cette découverte en costume sur scène. J'ai absolument adoré. Mais j'ai absolument adoré tout en sachant que j'aimais aussi beaucoup la politique. Enfin, je savais que j'allais aller dans un truc de dialogue et que la comédie vraisemblablement était le premier vecteur pour y aller, mais que ça m'étonne pas que je fasse des éditos sur CNews politique le matin maintenant et tout ça. Mais il faut avoir des galons. Moi, j'aimerais beaucoup faire de la politique, mais pas tout de suite. C'est ce que je te disais tout à l'heure, d'avoir assez de connaissances et là, pas du tout, je vois un peu. Alors 15 ans, je ferai campagne. Ouais. C'est pour ça, au final, que tu as passé Sciences Po aussi en même temps. J'ai pas passé, j'ai voulu le faire. Et après, j'ai été pris au conservatoire. Et du coup, ma pauvre mère, il n'y a ni eu de faculté de langue, ni eu de... Ça a été, je faisais croire que j'étais à la fac alors que j'y allais pas, d'ailleurs, c'est horrible, faut pas faire ça. mais ouais, j'aurais été dans la politique sinon. J'aurais trouvé quelque chose pour le dialogue, mais en soi, la politique, on appelle ça la scène politique, donc pour moi, c'est aussi beaucoup de théâtre. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la politique. On peut faire passer beaucoup de choses avec des émotions, le dialogue, l'éloquence, et c'est sûr, j'aurais fait de la politique si j'avais pas fait de théâtre. Oui, puis je trouve que finalement, par les différents engagements que tu prends en parallèle de ta carrière, tu fais finalement aussi un peu de politique. Je te dis, tout est lié. Enfin, quand on fait un film sur la sérophobie, on ne peut que être engagé pour les discriminations faites aux LGBTQIA+. Quand on écrit des livres sur l'histoire du cinéma et qu'on voit que les femmes ont été oubliées, on ne peut qu'être féministe. Donc ouais, c'est un lien, c'est pas faire des trucs associatifs pour faire des... Parce que j'en faisais beaucoup du temps où je faisais des choses populaires. Évidemment, là, on me demande plus des trucs de niche maintenant, mais au moins qui correspondent vraiment aux gens qui me suivent, me lisent ou m'écoutent. Mais tout a un lien. Enfin, c'est la suite directe de mes podcasts ou de mes livres ou de mes conférences. Donc ça a vraiment tout un lien. Il n'y a rien que je fais qui n'est pas dans une même ligne rouge, je crois, maintenant.
Et du coup, tu disais que tu faisais croire que tu allais à la fac. Toi, ta mère avait peur que ce soit ça ton métier. Ah oui. Oh là là, oui, ça a mis longtemps. Peut-être toujours. Je crois moins maintenant. Je sais pas. Je crois peut-être moins maintenant, mais oui. Enfin, après, c'est compliqué parce qu'elle m'a baigné dans la culture. Et à partir du moment où elle a vu que je risquais de. Elle a non pas mis un frein, mais non pas non plus dit que ce serait pas possible. Parce qu'il n'y a jamais eu le truc de je vais être acteur, je vais être célèbre. Ça n'a jamais été ça. Ça a été je veux travailler dans ce milieu, ce qui sont des choses très différentes. Euh, donc du coup, il y a eu moins de. Elle avait peur du fait que, n'ayant aucune personne dans ce milieu-là, que ce soit le milieu parisien ou le milieu culturel, que ce soit dur. Je crois qu'au début, c'était ça. Et puis après, ça a été, bon, bah, il réussit un peu. Après, elle aimait pas ce que je faisais du tout au début. Ma mère étant très cultivée et tout, je crois que c'était pas son délire de me regarder sur Gulli ou de regarder Clem. Même si elle aimait beaucoup Victoria Abril parce que fan de cinéma espagnol. Mais, euh, mais je crois que maintenant, ce serait plus mon public, mais je n'aurais pas pu avoir ça si j'avais pas fait tous ces trucs-là avant. Donc, je crois qu'elle est plutôt rassurée maintenant, je crois, il faudra que je lui demande, mais je suis assez pudique avec elle sur ce sujet-là. Mais oui, au début, elle était pas. Bah, c'est normal. Moi, mon fils me dirait, en plus, je sais ce que c'est, il y a des. Que ce soit au niveau des agressions sexuelles d'homme à homme, que ce soit au niveau des harcèlements moral, que ce soit au niveau de marcher sur les autres, que ce soit au niveau du fait que quand on est bienveillant, il faut se dire que la bienveillance n'est pas surfaite et trouver un moyen d'avoir des dents de requin mais aussi d'être bienveillant. Enfin, c'est compliqué, tu prends une claque dans la gueule, des moments de grande joie, des moments de grande. Donc, du coup, je sais pas si j'ai un enfant un jour, je pense que je serais très content qu'il fasse ça parce que c'est toute ma vie, mais je me dirais, putain, tu vas en chier quand même. Donc, je comprends ma mère back in the day. Je crois que maintenant ça va. Je crois. Je trouve que du coup, tu l'as probablement vu, la série Hollywood. De Ryan Murphy. Ouais. Oui, j'aime beaucoup ce que fait Ryan Murphy, mais ça fait partie des séries qui fait grand public de Netflix, où du coup c'est un peu vulgarisé. Et du coup, comme ça parle d'un cinéma sur lequel j'écris des livres et je fais des conférences, ça m'énerve quand je vois énormément d'erreurs. Donc je trouve que c'est une très bonne série, grand public, mais que Ryan Murphy a fait des choses plus profondes que ça, notamment Feud sur FX qui parle du même truc. Mais je vois de quoi tu veux me parler pour Hollywood par rapport à oui, je vois totalement de quoi tu veux me parler. Ouais, mais je trouve que ça avait été assez ça n'a pas changé intéressant du tout. Tu C'est penses vrai. que c'est toujours la même mais chose. oui, c'est-à-dire les agents véreux. On a parlé du MeToo gay, mais on n'a pas parlé du MeToo. On a parlé du MeToo femme, mais pas du MeToo gay ou du MeToo homme. Et les agents véreux, comme on le voit dans Hollywood, je peux t'assurer qu'il y en a plein à Paris, encore maintenant, et qu'exercent parce que le MeToo gay n'est pas tombé. Donc, Ah oui, c'est fou ça. ah oui, bah c'est surtout quand t'as une grande gueule, ou ce qui est mon cas, du coup tu arrives à t'échapper de certaines situations improbables quand t'as 20 ans. Il y a plein de gamins. Bah ça tombe dans le cliché qui se faisait du métier, drogue, sexe, enfin, et du coup qui lâche le truc pour ça. Et c'est super dommage parce que s'il y a bien un endroit où j'ai pas vu de drogue, c'est dans mon métier, dans ma vie. J'avais vu de la drogue beaucoup à Paris, mais certainement pas dans le milieu Pas dans ce audiovisuel ou du métier-là cinéma. Non, d'alcool, oui. J'en ai vu de l'alcool. Mais et pourtant, Dieu sait que je fais tous les festivals de cinéma possibles depuis 2 ans. Là, je reviens d'Angoulême, je repars à la fiction de La Rochelle. Même si ça c'est télé, mais je n'ai jamais vu de la drogue. Enfin, vraiment, j'essaye de. Déjà, étant hyperactif, je ne prends pas de cocaïne parce que sinon, donc déjà, ce serait pas Ça pour moi. deviendrait compliqué. Par contre, je dis jamais non à un verre de vin. Mais non, j'ai jamais vu de drogue. Après, peut-être parce qu'on ne m'a pas proposé, mais j'ai jamais vu de drogue dans l'exercice de mon métier ou dans des soirées professionnelles du milieu dit du showbiz. Et je déteste ce nom. Donc du milieu du spectacle, audiovisuel ou littéraire. J'ai jamais vu de drogue. Mais j'ai vu beaucoup d'alcool. Oui, ça, l'alcool en général, c'est bien arrosé, Oh oui. tous ces festivals. Et à quel moment tu as commencé à faire ensuite des conférences? Parce que là, tu fais quand même plusieurs conférences. Bah, à hasard de circonstances, au final, mon podcast était écrit, je lisais, et puis mon réalisateur me dit, mais lâche, au bout du 3e numéro, lâche ton truc, regarde la caméra. Ce que j'ai fait, j'ai vu que ça me plaisait beaucoup. C'est pour ça qu'on a l'impression que je parle avec un prompteur, ce qui m'énerve, alors que pas du tout, mais c'est que j'ai beaucoup travaillé avant, donc c'est construit dans ma tête, dans mes 1000 personnalités. Et après, du coup, quand mon livre est sorti, je fais pas mal de promos. J'ai essayé de faire 1 ou 2 conférences, ça m'a beaucoup plu, et puis le bouche à oreille, les directions d'affaires culturelles de région qui te conseillent à un autre. Puis je suis plutôt jeune pour faire ça, encore pour quelques années, parce que dans 5 ans, ça. Donc il y a aussi ce truc-là, c'est il est jeune, pour les publics scolaires, etc., c'est moins rébarbatif que qu'un blanc hétéronormé de 60 ans. Ça durera pas longtemps cette histoire-là, mais je sais que je profite de ça pour le moment, il est jeune pour faire ça. Mais c'est arrivé
complètement par hasard. Les conférences, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Et les gens t'écoutent pendant 2 heures, n'ont pas le droit de parler. et donc, du coup, t'es dans un monologue pendant 2 heures. Tout ce que mes amis ont horreur que je fasse en privé. Donc, du coup, j'aime beaucoup. Et pourtant, c'est tellement agréable de le faire que du coup, tu peux même être payé pour le faire. Et oui. Et les conférences, c'est pour ça que messieurs les présidents de la République, Hollande, Sarkozy, etc., font beaucoup de conférences, parce que c'est quelque chose qui est bien rémunéré, mais qui permet aussi d'avoir la liberté pour faire des trucs à côté qui, eux, ne le sont pas. Parce qu'encore une fois, par exemple, j'ai pas touché d'argent sur mon livre, ou très peu, parce qu'il est sorti, là, je vais toucher là. Donc, il y a des choses où, dans ce métier, il y a un moment où on gagne très bien, et d'autres... Ça, je te dis, les gens, ils se font une idée de ça, et c'est pour ça que j'ai tendance à dire... Parce qu'il n'y a pas de rêve, le rêve, in fine, c'est quand on voit le film, quand on lit le livre, mais à côté, it's work, hein. Et du coup, j'ai aucun problème à dire... par derrière, ça m'énerve quand des gens veulent me dire mais je t'achète ton livre et ils me disent donne un billet de 20. Je dis mais c'est illégal. C'est-à-dire que moi j'ai 2 euros sur ce truc-là. Donc il y a les imprimeurs, distributeurs, libraires, etc. Et les gens disent ah mais vous touchez que 2 euros par... Eh oui. Et un artiste qui chante c'est 5 centimes à la radio. Enfin, donc du coup c'est bien aussi c'est comme l'intermittence, d'expliquer vraiment aux gens ce que c'est pour qu'ils se disent que c'est aussi beaucoup de travail au-delà du strass et des paillettes qu'on voit parfois, mais c'est 1% de tout ce qui se fait dans le milieu spectacle audiovisuel. Oui, expliquer que l'argent est vraiment partagé en fait, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais tu le citais un peu tout à l'heure par exemple pour le cinéma, en disant c'est parce que des films très grand public sortent qu'on peut en financer d'autres. C'est parce que sur une partie de la place de cinéma vendue va au CNC qui finance d'autres films. J'espère ne pas me planter en le disant. C'est à peu près ça. Ouais, c'est ça, à peu près l'idée. Et donc du coup forcément si on va sur du streaming et tout ça, on a moins d'argent, on peut moins sortir de choses. On a moins d'argent, mais bon, à la fois moi je pense que les plateformes ont fait harakiri eux-mêmes. C'est-à-dire que là on enregistre ce podcast, on est début septembre, vient de sortir Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon, en même temps il y a Game of Thrones sur HBO, ici OCS, mais ce sera pas longtemps OCS puisque ça va être acheté. On vient d'annoncer une nouvelle série Star Wars sur Disney+. Donc en fait il y a une hype qui aurait pu être très présente, que ce soit pour Amazon et Le Seigneur des Anneaux, ou Disney Plus et Star Wars, ou HBO et Game of Thrones. Mais comme tout sort en même temps, on en vient à lasser les gens de quelque chose qui coûte $1 milliard. La série Le Seigneur des Anneaux n'a eu aucune hype, en tout cas pas celle prévue, à mes yeux, parce qu'il y a trop de choses. Et du coup, les plateformes sont en train de se faire harakiri toutes seules. À force de faire trop, ça va lasser les gens. Donc c'est plutôt une bonne chose, j'espère. Peut-être que je suis trop optimiste, mais je pense que c'est une bonne chose pour les salles de ciné. Parce que les salles de ciné, nous on présente les Télérama, ils ont fait un super papier sur ce qu'on faisait avec du Lac Cinéma cette semaine d'ailleurs, où ils expliquent que du coup, après, nous, dans les salles, il faut se réinventer, c'est-à-dire proposer aux gens des choses un peu exceptionnelles, des présentations de films, des films dans un format particulier, des débats après, Et du coup, c'est une expérience qu'ont pas les plateformes. Et là, les exploitants étaient beaucoup plus malins que les gens de plateforme, parce que je suis persuadé que les gens vont revenir en salle. Il y a trop de choses en plateforme, il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus de hype, il n'y a plus de... Donc les gens vont y revenir. Puis pareil, tous ces journalistes, youtubeurs, bref, la plateforme n'est pas un art en soi, et on ne peut pas... Là par exemple, j'étais très en peine de découvrir Pinocchio sur Disney+, parce que je voyais rien des arrière-champs. Je dis mais comment peut-on... Et on sent que Robert Zemeckis, le réalisateur, le film devait certainement sortir en salle et il lâche l'affaire au milieu du film. Il y a des scènes bâclées parce qu'il se dit ce sera vu en plateforme, à quoi bon? Donc ça, c'est hyper dommage que le travail sur le son en salle, tu l'as jamais sur une plateforme. Et c'est pour ça que Netflix, il y a des choses que j'aime beaucoup sur Netflix, The Crown notamment, et The Crown, et aussi The Crown. Parce qu'autrement, je trouve que tout est complètement mauvais, alors que ça aurait pu être quelque chose de super et ça devient une succursale, ça devient un TF1 mondial. Et j'aime pas ce qui pareil proposer... dire qu'on va être plateforme culturelle et proposer 8 films de patrimoine qui se battent, sans recontextualiser, sans expliquer aux gens ce que c'est, Bref, je pense que Netflix avait quelque chose de très très fort et qu'ils sont en train de perdre beaucoup, preuve en est, ils sont en train de perdre beaucoup d'abonnés. Mais je suis pas sûr qu'à côté, faire des séries de manière industrielle ou des films industriels comme Amazon ou HBO vont aider le schmilblick. Donc je pense que les salles ont encore un très grand avenir devant elles. Et en plus, c'est vrai que ça vient assez en contraste avec souvent maintenant moi j'ai l'impression, en tout cas à titre personnel, quand je parle avec mes amis, que quand on n'a pas regardé la dernière série Netflix ou la dernière série Amazon, on va presque nous dire qu'on n'est pas cultivé. Pas dans le coup, plus que cultivé, parce qu'en soi, je suis pas hormis The Crown, qui apporte beaucoup de culture, je suis pas sûr qu'une série... Non, je vais être méchant, parce que j'ai vraiment du mal avec Netflix, parce qu'il y a des très bonnes choses. Stranger Things, c'est très bien. Les 2 premières saisons de Sex Education étaient très bien. Donc il y a quand même des très bonnes choses. Mais c'est vrai que
Enfin, c'est pas le dernier Desplechin ou le dernier Jaco. Donc quand on dit, ah, t'as pas vu le dernier, bah non, mais c'est pas grave, j'ai préféré voir le dernier Jaco ou le dernier Desplechin qui. Enfin, je sais pas, je crois, mais c'est mon snobisme peut-être un peu intellectuel, mais venant de quelque chose de très populaire, je crois que moi j'ai le droit de le dire. Parce que franchement, j'ai vraiment vu les deux, la manière de financer les deux et à quel point c'est beaucoup plus élévateur de faire des choses peut-être moins vues, mais qui sont très. Voilà, il y a plein de journalistes aussi journalistes séries qui ne vivent que par Netflix, alors que les meilleures séries, pour le coup, sont plutôt du côté de HBO, Amazon. Enfin bon. Je te dis, j'ai un problème avec la génération, tu te dis pas journaliste, c'est très bien, mais avec cette génération de journalistes qui ont 20 ans et qui ne connaissent rien sur rien et qui se permettent de faire des critiques sans ne rien connaître. Ça se sent dans la critique qu'ils n'ont aucune base, aucune. Pour ça, il suffit juste d'aller au cinéma le matin à 8h au lieu d'aller à la salle de sport. Enfin bon, mais ça, c'est un espèce de somisme que j'ai un peu peut-être mal placé, mais bien présent. Hein. Ouais, puis après, je trouve qu'il y a cette question de légitimité là aussi, où tu vas avoir des personnes qui sont très calées sur le sujet qu'elles font et qui vont pas oser dire qu'elles sont calées, qui vont pas prendre leur place là-dessus. Oui, mais on est tous le beau fou le contre quelqu'un. Quelqu'un qui sera calé sur un sujet sera abruti pour un autre. C'est-à-dire que chaque personne a sa petite pierre à apporter et son angle, la manière dont je parle par exemple d'un film comme Autant n'emporte le vent, qui pour moi est tout sauf raciste. Quelqu'un d'autre aura la vision totalement inverse, alors qu'on prendra les mêmes exemples et la même contextualisation. Donc du coup, c'est pour ça que même en racontant l'histoire d'un film où il y a autant quelqu'un qui va te présenter Autant noir blanc en 5 minutes peut te convaincre qu'il est raciste, et en 5 minutes je peux te convaincre qu'il ne l'est pas. Donc qui croire. Donc c'est pour ça qu'il est bien qu'il y ait beaucoup de gens avec différentes choses qui parlent, qui ouvrent leur gueule et qui... parce que analyser des films, c'est aussi... il y a forcément une part personnelle. Donc c'est bien aussi que tout le monde y mette sa touche, je crois. Oui, c'est clair. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais du coup avec Dulac Cinéma? Ah, et ben avec Dulac Cinéma, qui est probablement le meilleur réseau de cinéma à Paris. Il y a 5 salles, notamment l'Escurial dans lequel j'interviens, mais aussi le Reflet Médicis, quoi d'autre comme ça, le Majestic Passy, Majestic Bastille, et dans cette salle de l'Escurial, qui est une salle qui a plus d'un siècle, qui date de 1911, je propose chaque mois de revoir un grand film de patrimoine en pellicule. Donc pellicule, c'est encore ce qui existait avant le tout numérique, donc les gens nés début 80, début 90 ont encore connu ça, et encore, la pellicule extériorisant projectionniste, c'est un véritable grain, et pareil, c'est vraiment faire vivre une expérience. Il y a beaucoup de grands-pères qui viennent avec leurs petits-fils pour leur montrer. Donc moi, j'essaye d'animer de manière énergique le film avant, en expliquant que ce n'est pas un vieux film qu'on va voir, mais un film de patrimoine. Pourquoi j'ai choisi ce film par rapport à la pellicule, pourquoi le grain est mieux restauré en pellicule que comment dire, en numérique. Pourquoi voir un film en salle n'a pas du tout le même saveur que de voir en plateforme. À chaque fin de séance, il y a des gens qui me disent « On l'avait vu 1000 fois, mais on avait peur de venir parce qu'on le connaît par cœur. En fait, on l'a redécouvert. » Bah oui, évidemment, sur Netflix, tu mets pause, tu fais pipi, tu machin, tu manges une glace, tu réponds au téléphone. T'as pas le droit à ça en salle. Puis il n'y a pas l'énergie des gens autour. Et on a essayé l'année dernière et ça a bien marché. Du coup, je rempile cette année. Donc, c'est chaque dernier jeudi du mois à l'Escurial. Je propose un court-métrage avant d'un jeune cinéaste, très important, parce que les courts-métrages, c'est pour moi très très important et que ça doit être diffusé en salle. Je fais une petite conférence sur le film et ensuite, on lance avec l'artisan projectionniste ce film dans des bobines qui n'ont parfois pas été ouvertes depuis. Pour le Singe en hiver, je crois qu'elle avait pas été ouverte depuis 65 quand on l'a ouverte. Donc c'est chouette, la pellicule saute, les gens sont contents parce que du coup c'est une vraie expérience. Et les salles sont pleines à chaque fois. Donc preuve en est qu'il y a encore un avenir pour les salles. Ouais, c'est chouette qu'ils soient partants de réouvrir ces pellicules-là. C'était un essai. Hein. Quand je dis les salles sont pleines, je mens parce que ça fait quand même quelques mois qu'on a beaucoup de mal dans les salles de cinéma. Donc ma première soirée était archi complète et ensuite les deux suivantes, on a fait un tiers de salle, ce qui pour le cinéma actuellement est assez dingue. Et là, j'ai presque tout complet pour Querelle, pas du tout, pour Cruising, un film queer avec Al Pacino à la fin du mois. Donc quand on propose des expériences, etc., les gens retournent en salle. Oui, forcément. C'est vrai que je pense que peut-être que ce qui manque aux gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au cinéma, c'est de se dire je vais pas forcément vivre une expérience, peut-être que le film me plaira pas, en plus ça coûte quand même cher souvent. Ça coûte cher, donc, pas les cartes maintenant. C'est pour ça, c'est vraiment le truc qu'on me dit, mais quand on va 2 fois au cinéma, c'est effectivement 30 balles, c'est 15 € je crois au Mont-Beau-Grenelle. Ouais, il me semble que c'est ça. Mais c'est 19,99 la carte illimitée. Donc après je comprends, on est dans un truc de... Mais enfin si t'as 13 € à mettre sur Netflix, ne les mets pas sur Netflix et prends une carte illimitée. T'auras toujours... c'est clair. Bref, je crois. Hein, mais... C'est clair, mais je pense qu'il faut réussir justement à reconvaincre les gens et à leur proposer une expérience différente. Ah oui, c'est les gens qui me disent j'ai pas le temps. Ça, j'ai des journalistes cinéma qui se disent, journalistes cinéma que je connais, qui me disent mais moi j'ai pas le temps.
Et je leur dis, mais ça doit pas être une torture. Moi, c'est un plaisir de me lever tôt le matin pour me faire ma séance. Indispensable de me coucher tard le soir, puisque j'ai. Et il y en a vraiment, on dirait, ah non, mais. Ah oui, mais c'est. Et les mêmes, par contre, me disent qu'ils se lèvent à 7 heures pour faire de la gym ou pour. Et ça, je comprends pas. C'est pas la même notion de passion qu'on a. Et c'est vraiment voir le cinéma comme un truc rébarbatif. Alors, hé, tu as écrit là-dessus, ça devrait être ta passion. Donc, en fait, même si t'es fatigué, t'y vas. On te demande pas d'aller à l'usine, en fait. J'ai vraiment du mal avec la nouvelle génération de journalistes cinéma qui n'y connaissent rien et qui se dit journaliste, ça me met en vrac. Vraiment, parce qu'ils se permettent de faire des critiques qui sont lues par beaucoup de gens. Et du coup, ces gens croient les critiques, sauf qu'il n'y a aucune analyse, ils n'ont rien compris au film. Les critiques de Once Upon a Time in Hollywood, faites par des journalistes de moins de 30 ans, c'était laborieux, parce qu'ils n'ont pas compris les clins d'œil, donc ils sont emmerdés tout le film. Je pense qu'il y a des journalistes qui sont très passionnés et qui sont très... et voilà, il y a des journalistes qui sont journalistes cinéma qui mériteraient mieux d'être journalistes people. Et moi, ça m'énerve. Ça, c'est une forme de snobisme que j'aime et voilà, c'est comme ces influenceurs que je vois être invités aux avant-premières. Non, tu peux être invité au défilé de mode si tu veux, mais laisse les avant-premières aux gens qui connaissent quelque chose et pas pour. Mais c'est une forme de snobisme que beaucoup de gens me reprochent, mais vraiment, je ne démordrai pas. Mais je sais pas, je pense pas que ce soit du snobisme, je pense que c'est plus que ta confiance et tu te sens légitime dans cette Et surtout, j'en critique-là. connais beaucoup d'autres qui sont légitimes et qui n'ont pas cette mise en exposition ou qui. Parce que du coup, il y a la plupart des jeux. Comment expliquer ça? La plupart des gens qui connaissent, qui écrivent sur le cinéma, qui parlent de cinéma, qui l'analysent, c'est tellement leur vie qu'ils sont pas sur les réseaux, ils s'en foutent, ils sont pas. On m'appelle pour faire ça, mais vas-y, j'y vais. Donc ils sont pas les dents de requin ou en avant. Et, et ceux-là sont dingues. Et moi, j'aimerais bien qu'on mette parfois cela en valeur. C'est le cas dans les festivals dans lesquels je travaille. Je suis d'Angoulême, le Paris Champs-Élysées Film Festival de Sophie Dulac. Là, on est 13 au sein du Lac Cinéma avec vraiment chacun notre connaissance et notre. Donc ça, c'est chouette. Mais je parle vraiment d'un point de vue de grand public. Les gens qui sont vecteurs d'un certain cinéma au grand public n'y connaissent rien. Donc comment donner une passion au grand public quand toi-même t'es pas passionné? Il y a un problème mathématique là. Donc voilà, tout le monde, c'est pour répondre à ta question d'introduction, pour moi quand tu fais ce métier, mais tout le monde peut le faire, mais juste sois passionné, parce que les journalistes qui veulent plus faire ce métier pour rencontrer un tel, ou boire du champagne gratuit et se mettre en photo avec un tel, c'est 90% des journalistes de moins de 30 ans, hein. Et ça m'agace énormément. Mais parce que j'ai commencé, je suis bien vieux, j'ai commencé à un moment où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Instagram, il y avait à peine une page Facebook, Twitter venait d'arriver, donc du coup tu travaillais vraiment et enfin, pour ce métier et pas pour des likes Instagram. Oui, de toute façon, la démarche était honnête. Et d'ailleurs, tu le disais quand tu te présentais tout à l'heure en disant j'ai jamais cherché à être célèbre, je l'ai pas fait pour ça. Non. Après, il y a des trucs que je suis content d'avoir connus, c'est-à-dire que comme quand j'étais au Energy Music Awards avec Lucie, Ariane et Elodie quand on faisait Clem là en 2015, jamais j'aurais cru me retrouver dans un truc avec Mylène Farmer, Justin Bieber et tout dans la même salle que moi. Enfin, donc du coup, c'était chouette de l'avoir connu. Je vois que c'est pas fait pour moi, mais je suis quand même content d'avoir connu ça jeune, parce que du coup, il y a pas le tu te dis pas qu'est-ce que ça pourrait être, pas du tout. J'ai vu, c'est bien, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, c'était bien chouette, mais j'ai vu que c'était pas du tout mon truc. Mais je suis très content d'avoir connu ça jeune par contre. Ouais, ça a double tranchant de connaître ça jeune. C'est que soit t'arrives à garder la tête sur les jeune, épaules, j'avais 20 ans. Donc c'est pas 15 ans non plus où j'avais 20 ans, donc j'ai eu le temps de galérer avant et ça a pas duré si longtemps que ça. C'était vraiment la période Clem TF1 et encore au moment où ils m'ont mis un bon rôle, donc ça a duré 3-4 ans. Après, quand j'ai tout stoppé, vraiment, j'ai vu que ça avait vraiment descendu, que les gens qui me suivaient, les gens qui me suivent maintenant, hormis quelques irréductibles qui m'arrêtent en me disant j'ai grandi avec toi sur Clem ou Gulli, alors que souvent on a 5 ans de différence, ça m'énerve. Mais comme j'ai commencé tellement jeune, à 19 ans, forcément 5 ans de moins, on est pré-ado, donc je comprends le. Mais hormis quelques irréductibles qui m'ont suivi, autrement tout le public que j'ai maintenant, que ce soit mes lecteurs, les gens qui vont me voir en salle, sont des gens qui m'ont pas du tout connu ni dans Clem, ni dans Gulli, ni Disney Channel, ni. Donc j'ai complètement renouvelé le truc que je crois. Et c'est vrai que là, tu vois, je vois Danser avec les stars qui a repris et tout. J'ai déjà été sur le plateau pour souvenir des copains et tout, mais j'étais jeune et j'étais. Oh, je me dis, mais c'est tellement pas du tout mon délire. Et j'ai tendance même à être un peu snob et à juger. Je dis, pop, pépère. T'as été quand même 5 ans dans la machine, 9 ans dans la machine TF1. T'as eu beaucoup de contacts grâce à ça, etc. Donc c'est pour ça que les gens qui m'écoutent, il y a un fort de snobisme que j'aime parce que j'ai commencé jeune et parce que. Et voilà, mais je crache pas du tout sur le. Mais c'est deux mondes totalement différents. Le monde de la télévision et du cinéma parfois se rejoignent, mais dans la mentalité c'est très différent. Le monde du cinéma c'est très cash. L'intellect et la culture sont mis en avant plutôt que la fame.
comme on disent les jeunes aujourd'hui. Le milieu de la télévision, c'est très différent. Là, je vais au Festival de la fiction de La Rochelle, j'y vais pour un film, mon film d'ailleurs. Donc du coup, j'y vais pour quelque chose qui vraiment me porte et tout. Je fais une conférence là-bas avec des gens d'un autre temps de télévision, mais je sais que je vais moins me sentir à l'aise qu'à Angoulême. Mais c'est beaucoup plus hypocrite, beaucoup plus... et ça, j'aime pas. J'ai pas ma langue dans ma poche en plus, donc quand il y a quelqu'un qui m'emmerde, je le dis. Et ça plaît pas beaucoup dans le milieu de la télévision. Au milieu du cinéma, oui. Il y a des gens comme Dominique Besnéard qui m'apprécient beaucoup parce que j'ai ce côté grande gueule. Au milieu de la télévision, je peux pas l'avoir. C'est pour ça que je travaillerai plus jamais à TF1. T'as vu ce que je viens de dire pendant une heure? Là, à mon avis, si t'as entendu, ça va devenir compliqué. Ouais. Ah oui, mais j'assume complètement. Oui, c'est une forme d'évolution aussi. Parce que forcément, tu disais tout à l'heure que tu n'aurais pas fait ce que tu fais aujourd'hui si tu n'étais pas passé par la télé. Ah, complètement. J'ai appris ce qu'était le métier d'accessoiriste, de décorateur, d'ingénieur du son. En plus, moi, sur un plateau, vraiment, je parlais à tous les je voulais vraiment tout comprendre. Tout. Donc, cette série sur laquelle j'ai tourné de manière très sporadique quand même pendant 9 ans, j'ai pu tout observer. Voir Victoria Abril travailler aussi, immense comédienne, ça c'était génial. Moi qui vais bientôt diriger Béatrice Dalle, au moins je sais comment gérer une comédienne avec une forte personnalité. Même chose pour la télévision, ça me plaisait pas du tout de lancer les dessins animés avec Matt Pokora sur Gulli. C'est pas que ça me plaisait pas du tout, c'est bien sûr que si, qu'à l'époque ça me plaisait. J'étais jeune et tout, mais maintenant je me vois plus faire ça. Mais ça m'a appris complètement la notion d'un direct, travailler avec l'oreillette, les problèmes techniques, le rythme, Donc du coup j'ai appris sur le tard. Donc on a l'impression que je crache sur le fou, pas du tout. Mais comment dire, mais j'ai vraiment maintenant je vois vraiment ça comme non pas quelque chose qui fait partie comme une formation. C'est un peu comme une école. C'est terrible. Ouais. C'est une série très populaire que j'ai faite ou une émission. On faisait quand même. L'émission elle était leader sur les producteurs. Ils me tueraient si j'entendais ça, mais c'est vrai. C'est pour moi il arrive. Enfin, présenter une émission de 30 minutes pour les enfants sur Gulli n'a pas la même rigueur, demande pas la même rigueur que de présenter 4 heures avec Audrey Pulvar sur les liens littéraires entre Game of Thrones, Tolkien, la philosophie avec Antoven. Enfin, c'est pas la même chose, mais j'aurais pas pu faire l'émission B s'il n'y avait pas eu ma formation dans l'émission A. Donc il y a un lien. Oui, puis est-ce que si à 20 ans on t'avait donné les projets que tu as aujourd'hui, tu aurais su les apprécier et les gérer comme tu les gères aujourd'hui? Certainement pas, tu vois. Non, mais non, certainement pas. Certainement pas. Mais je peux pas le savoir parce qu'on m'a pas donné le. Donc peut-être que ça se trouve, j'aurais trouvé une autre voie, une autre. Par exemple, je suis assez admiratif de ce que fait pour les gamins Hugo Traverse, la chaîne Hugo Décrypte, qui arrive à trouver un ton et qui. Sans faire mon vieux con, mais j'ai l'impression que la génération de maintenant, moi je viens de passer 30 ans, ceux qui viennent de passer 20 ans, il y a moins de cases. C'est-à-dire que tu peux être auteur, comédien, animateur. Moi, quand j'ai commencé, que je disais que j'étais juste animateur et comédien, on s'est dit, ah bon, c'est. Et là maintenant, je dis à chaque fois toutes ces différentes casquettes que j'ai, et ça paraît normal, mais il y a il y a 10 ans, pas du tout. Et j'ai l'impression que maintenant, on met moins les gens dans des étiquettes et c'est plus facile de faire différents trucs. Mais à l'époque, c'était compliqué pour moi. Faire comprendre, je suis comédien, pour moi, c'était le même métier qu'animateur et que c'était le même. C'était dur. Hein. Oui, parce que finalement, en tant qu'animateur, tu joues un rôle aussi. C'est quelque chose que tu as préparé. Mais c'est la même chose. C'était pour enfants à l'époque. Enfin, oui, c'était complètement un rôle. Et puis c'était pas moi, c'est-à-dire un animateur pour enfants. On parle, la cible, c'est des enfants. On n'a pas envie que Et à un moment donné, c'est pour ça que je suis parti aussi, c'est que mon producteur il me disait, t'es en train de faire une émission pour les adultes. Et moi je dis mais je peux pas. Le fait d'être un autre personnage, c'était trop. Ça, je comprends pourquoi certaines personnes doivent tomber dans les addictions et tout. Je pense, je sais pas, par exemple Jean-Luc Delarue, rien à voir avec, mais qui lui a commencé à faire des choses très. Son image de sa culture était aux antipodes du rocker et du mec fou qu'il était dans la vie, et à un moment donné il s'est perdu là-dedans. Il a eu besoin de se retrouver dans des addictions. Et moi je sentais que si je continuais à faire un truc qui me plaisait pas, je risquais de déconner. Il fallait vraiment que j'arrête tout pour. Enfin vraiment. Mais après, en fait, je pense que j'ai dû soumissionner parce qu'on m'a tellement pas aidé à l'époque. Maintenant, Gérald Brizirek, qui était mon patron sur Gulli, qui est parti à Canal+, j'ai des liens avec lui, il me fait confiance et ça c'est cool. Mais quand il est parti de Gulli, moi j'avais proposé plein d'émissions culturelles à la nouvelle directrice des programmes. Elle me prenait pas du tout au sérieux. Mais c'est normal. Enfin, j'avais rien. Et donc du coup, j'ai peut-être une formation parce que je pense que j'aurais pu évoluer à faire des choses cool, même TF1, des idées de scénario, et c'était pas. Mais non, on peut pas faire ça, TF1. Enfin. Et je pense que du coup, c'est pour ça que j'ai une forme de snobisme. Et je me dis, fait chier parce que c'était quand même là où j'ai débuté. J'aurais bien aimé grandir aussi. Mais c'était trop antinomique, vraisemblablement. Et puis t'aurais aimé pouvoir apporter finalement ta patte et ta vision de ce métier. Mais là, je crois qu'ils font le dernier. Je sais même pas s'ils vont me demander d'y revenir d'ailleurs, mais je crois qu'ils font le dernier Clem
là pour boucler, je me suis posé la question si jamais ils me demandaient si j'allais revenir. Ils me l'ont pas demandé, hein, donc je vais pas. Ceci n'est pas une annonce. Donc non, pas du tout. Mais peut-être qu'ils m'avaient déjà évoqué savoir si jamais ça. Peut-être que pour dire au revoir, mais je pense que pareil, c'est tellement aux antipodes de ce que je fais que je pense que les autres vont le faire. Donc j'ai pas envie que ce soit pris de la mauvaise manière que je le fasse pas, parce que pour moi c'est cracher sur beaucoup d'argent, c'est cracher sur une visibilité grand public à un moment donné où je vais sortir un livre. Donc c'est pas du snobby si je le fais pas, mais c'est que ça a tellement pas d'homogénéité avec ce que je fais que du coup il n'y a pas de lien et ce serait au contraire vraiment y aller pour l'argent et pour le. Donc je ne le ferai pas si jamais ils me le demandent, ce qui n'est pas arrivé. Et là, je pense que tu disais tout à l'heure que tu avais énormément parlé avec les équipes techniques, que ça t'avait beaucoup appris. Ah Je oui. pense que forcément, c'est des. J'ai pas fait d'école aussi... de réalisation, je suis réalisateur et j'ai appris en regardant. Oui, c'est ça, c'est aussi des rencontres humaines qui te font évoluer énormément. Humaine et artistique. Alexandre Arcadi, avec qui j'ai tourné, un film qui a fait un flop énorme et qui est une des plus belles expériences de ma vie, qui s'appelle 24 jours sur l'affaire Enalini. Qu'est-ce que j'ai pu le regarder? En plus, moi j'aime bien les personnalités fortes. Cash, rentre dedans, Moki, Dayan, la Besnéard à Angoulême. Je m'engueule avec beaucoup de mes amis d'ailleurs qui sont jeunes, qui ont mon âge et qui évoluent dans le milieu du cinéma à différentes casquettes, costumières, accessoiristes, et qui n'aiment pas le travail de certains metteurs en scène, pas le travail, mais la manière de parler ou d'agir sur un plateau. Or, ce que je leur dis, c'est la plupart des films qu'ils aiment, qui leur ont donné envie de faire ce métier, étaient faits par des chefs d'orchestre très autoritaires comme ça. Donc, au final, c'est un lien avec ce pourquoi ils voulaient faire ce métier. Puis, par exemple, Alexandre Arcadi est adorable dans la vie, est très autoritaire sur un plateau de tournage, mais parce que c'est le chef d'orchestre d'un plateau, il y a des choses qu'on peut autoriser sur un plateau dans la manière de parler aux gens, je crois, qu'on ne peut pas faire à l'extérieur. José Dayan, je trouve ça totalement normal quand elle hurle sur un second assistant sur un plateau. C'est son job, elle est là pour. Si elle faisait la même chose à l'extérieur, je trouverais que c'est un manque de respect. Et elle ne le fait pas à l'extérieur. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup les personnalités fortes et de caractère, et parce que c'est cash, c'est pas faux cul. Tout ce qui est hypocrite, vraiment, mais je vais très très loin de ça. Je trouve que c'est de la mauvaise énergie, ça me dégoûte. Ouais, après, je trouve qu'il y a un juste milieu à trouver ou avoir une personnalité forte, mais quand même écouter les idées de ton comédien et éventuellement t'en inspirer. Non, mais complètement. Mais je dis que là, bien sûr, effectivement, il y a le partenariat artistique. Mais moi, je préfère tourner avec une personnalité très forte et cash plutôt que quelqu'un qui va. Et c'est ça un peu la télévision, c'est que Bref, c'est que plus t'étais cash ou autoritaire, plus t'étais ah là là, mais il est méchant, mais pas dans un. Bah oui, enfin, t'es pas là pour. C'est ça qui m'énervait aussi à la fin sur cette série. Mais comment dire, mais du coup, j'aime beaucoup les personnalités cash. Beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, quand tu crées un projet, que ce soit ton podcast, que ce soit tes livres, tes films, ça part d'une idée à toi et c'est toi qui la proposes aux gens ou c'est des idées qu'on va te proposer? Non, c'est toujours moi. À chaque fois qu'on m'a proposé quelque chose, ça a planté. Il y a une production qui est venue me voir pour que je travaille sur 2 documentaires avec eux. J'aimais énormément le projet et ils m'ont lâché la veille alors que c'est eux qui étaient venus me chercher. Du coup, j'ai été voir, j'ai pris ce projet documentaire, je l'ai montré à une autre chaîne et ils me l'ont validé en l'état quand l'autre disait non, maintenant je me fais confiance qu'à moi. Même chose pour mon film, là, je vais à La Rochelle pour finir le financement et j'ai arrêté avec une production il y a quelques mois parce que juste avant qu'on mette le dépôt CNT, parce que je voyais qu'ils voulaient amener le film complètement ailleurs alors que c'est cette production qui sont venus me draguer, me chercher pour un projet en l'état que d'autres productions prennent maintenant alors que l'autre l'avait refusé donc je me rends compte qu'il faut que j'aille moi-même sentir l'énergie des gens mais sur 10 projets sur 100 projets que j'ai en tête, il y en a 5 qui se font, hein. Mais ça c'est pour tout le monde dans ce métier, mais vraiment là j'étais peut-être sur 10 documentaires ces dernières années et il y en a un que j'ai fait et un autre qui va se faire sur les 10 qui étaient en projet. Là je fais un film sur les 5 que j'ai proposés. J'ai fait un livre et par derrière j'avais 3 autres idées de livres qui ne sont pas faits. Donc il y a ça aussi, hein, c'est germer les projets puis ensuite canaliser vers où va aller l'énergie, ce qui risque le plus de se faire. Et quand il y a quelque chose qui se fait, attendre toujours le contrat. Ça, j'ai travaillé 2 mois avec une production et je n'ai pas signé le contrat au bout de ces 2 mois là, alors que voilà, parce que je sentais pas de confiance, et du coup j'ai décidé d'aller ailleurs. Donc je sens l'énergie, il faut faire très attention dans ce métier à quand on vient de chercher. Parce que du coup, même moi je peux tomber là-dedans dans du j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup. On va plutôt avoir confiance à aller vers cette personne que l'autre qui va être un petit peu moins enjaillé. Alors que celui qui est moins enjaillé, tu vas peut-être construire une chose plus importante que l'autre qui va t'avoir par ego. Et je fonctionne beaucoup comme ça, donc faut que je fais très attention à ça, à ne pas tomber dans la flatterie intellectuelle. Et ce que j'ai fait l'erreur avec la production. Et du coup, heureusement, je m'y suis pris à temps pour aller avec une autre production. Parce que aussi, les partenaires qu'on choisit dans ce métier, c'est important. Que ce soit un éditeur, un producteur, les acteurs. C'est des gens qui vont t'aider à construire le projet. Donc si dès le début, tu sens qu'il n'y a pas faut tout de suite arrêter. Quitte à passer pour un connard, un con, un machin. S'il n'y a rien de mis en contrat, donc rien de signé juridiquement, et que tu le sens pas, faut tout de suite lâcher le truc. Et
Après, t'as des choses qui sont dites sur toi un peu. Mais faut lâcher. Parce que après, ça te retombe dessus, le truc. Donc, tu peux pas passer 2 ans de ta vie par politesse avec des gens. Donc, Et j'apprends ça ouais. aussi à de plus en plus taper du poing sur la table. Mais T'as pas cette peur-là de te dire justement, mais qu'est-ce qui va se dire de moi dans bah, ce je l'ai eu milieu? pendant 10 ans et après, je me suis Ouais. rendu compte qu'en fait, on peut pas plaire à tout le monde. Et que en tapant du poing sur la table et en montrant ma personnalité artistique, puisque c'est pas taper du poing sur la table pour rien, c'est montrer ma vision et dire bah vous avez voulu m'embaucher pour une vision, donc essayez pas de faire la vôtre du coup, sinon fallait pas venir me voir. Et le fait de dire ça fait qu'il y a des gens dont je cherche le respect, donc je cherchais le respect dans ce milieu artistique, qui du coup me l'ont donné. Alors je parle de Dominique Besnéard parce que c'est ma dernière grande rencontre, mais aussi Jean-Pierre Lavoignat. Et en revanche, les plus hypocrites de ce métier, enfin pas parce que l'hypocrisie c'est dans tout corps de métier, hein, mais ceux qui voilà, ont plutôt tendance à tout est beau, tout est bien, tout est, et puis par derrière, eux m'ont un peu lâché. Donc je préfère aller, et bizarrement, c'est les gens qui ont le plus de métiers du coup qui sont comme ça. Donc ça me faisait peur pendant 10 ans, en fait j'ai vu que c'était beaucoup plus simple. En tapant du poing sur la table, mais je suis très sanguin, donc il faut que je fasse attention à comment ça sort. Mais ça fait partie de moi de toute façon, et l'hypocrisie est quelque chose qui me... L'hypocrisie et la loyauté. La loyauté est très importante, et l'hypocrisie est quelque chose que je... Donc dès qu'il y a quelqu'un dans ce milieu à qui je peux donner ma confiance et qui me la... Je me dis alors toi Pépère, si je veux aller dans un truc humain, etc., c'est pas possible. Donc après je mets une énorme distance. Donc il faut travailler avec tout le monde, s'entendre avec tout le monde dans ce métier, parce que du distributeur au festivalier, à l'exploitant, à... Tout le monde peut t'apporter des choses et être important, mais mon noyau dur de ce cercle de métier est très petit maintenant. Oui, puis en plus, après, plus tu portes tes propres projets, plus il faut savoir justement lire des contrats pour pas se faire Ça, avoir. après, j'ai mon agent pour ça. Ça, Ouais. j'ai un agent, parce que moi, juridiquement, j'y connais rien. Moi, c'est vraiment le fait d'aller chercher les projets, de les faire in fine, mais tout ce qui est juridique, c'est mon agent qui, elle, du coup, Laura, et Marie aussi, me disent de me calmer sur mon côté sanguin, et voilà. Mais aussi, elles savent aussi, je pense que c'est pour ça qu'elles aiment travailler avec moi, c'est que je suis très professionnel, et que je demande aux gens qui travaillent avec moi le même professionnalisme. C'est-à-dire que travailler 2 mois sur un projet, parfois pas payé, ou t'es payé plus tard dans nos métiers, bah, je demande aux personnes qui travaillent avec moi le même investissement. Et quand c'est pas le cas, bah, au revoir. Et je pense qu'elles m'apprécient par rapport à ça, même si par derrière elles doivent gérer les pots cassés de personnes pas contentes parce que bah, je pars artistiquement de ma collaboration avec eux parce que ça marche pas. Et est-ce que tu penses que ce caractère-là, on peut se permettre de l'avoir en début de carrière? Bah, j'aurais bien aimé l'avoir en début de carrière. Je l'ai eu avec des agents qui m'ont un peu frotté les genoux au début de carrière et j'ai réussi à dire non. Donc je pense que j'avais cette force de caractère déjà jeune. Mais vraiment frappé à toutes les portes. J'aurais aimé être comme ça plus jeune. Je l'ai eu plus tard, bon ben voilà, mais j'aurais aimé être comme ça plus jeune, avoir cette force de caractère beaucoup plus jeune. Mais comme j'ai été très gentil longtemps, maintenant du coup que je sais ce que je veux, puis j'ai d'autres responsabilités aussi quand on est au départ d'un financement d'un film, il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a des gens qui te font confiance sur... Donc je peux pas me permettre d'être... je suis toujours bienveillant, je pense vraiment, parce que la bienveillance pour moi est quelque chose de très important, elle n'est pas surfaite, et ça je suis entouré d'amis dans ce métier bienveillant, pourtant grande gueule, Béatrice Dalle par exemple, qui est une des personnes que j'aime le plus dans ce métier, il n'y a pas plus grande gueule qu'elle et pas plus bienveillante qu'elle. C'est juste qu'elle voit l'énergie en face, et si elle sent que c'est fourbe, elle est bye bye. Et ça, j'aime beaucoup. Donc avec des mentors comme ça, évidemment, qui travaillent avec moi en plus. Donc j'aurais aimé avoir cette force de caractère-là, mais je pense aussi que c'est à force de te prendre des claques dans la gueule, de rencontrer des gens qui sont comme ça, de voir peut-être que d'être trop bienveillant. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que j'étais tellement trop gentil pendant longtemps que quand je tape du poing sur la table, maintenant je passe pour très méchant alors que tu sais pas du tout. C'est juste qu'avant, je fermais ma gueule. Mais on n'a pas le choix quand on est au départ de projet, surtout avec autant d'argent en jeu. Un film, même si c'est film d'auteur, on part de plusieurs centaines de milliers d'euros quand même. Il n'y a pas le choix que de taper du poing sur la table à un moment donné et de ne pas faire. Et de ne pas tomber dans le je veux absolument que tout le monde m'aime parce que c'est pas possible déjà. Mm. Et mieux vaut être aimé par les bonnes personnes, en tout cas ceux dont on cherche vraiment le respect, que de tout le monde. Parce que là-dedans, ça ne servira pas à grand chose au final d'être aimé de tout le monde. Mais c'est que tu vois, je me dis, si tu tapes du poing sur la table dès le tout début de ta carrière, est-ce qu'on Mais va les pas jeunes, dire... ils le font maintenant. Les gamins Ouais. qui commencent ce métier, on sort quand même de grosses airs MeToo, etc. Bon, peut-être pas des gamins un peu chétifs, fragiles, je pense aux jeunes garçons aussi, parce que par rapport au MeToo gay, etc. Bon, peut-être qu'il y a des problèmes par rapport à ça, mais j'ai l'impression quand même que moi je travaille avec beaucoup de jeunes acteurs, notamment là pour mon film. Par jeunes acteurs, j'entends on a souvent 10 ans de différence, donc c'est pas beaucoup, mais c'est quand même une gap. Ils ont quand même beaucoup plus les pieds sur les épaules, une connaissance du métier, bien que venant ou de province ou de dom-tom pour certains, beaucoup plus aguerris que ce qu'on avait à l'époque, hein. Donc je pense que ça change vraiment beaucoup. Maintenant, il y a des jeunes qui savent exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Vraiment. Contrairement à ceux qui commencent maintenant.
Après, il y a eu un flou entre deux où les réseaux sociaux sont arrivés et on a vu des gens devenir comédiens pour Instagram, pour machin. Enfin, là maintenant, j'ai l'impression que ça se recadre et que la génération de maintenant, elle est plutôt dingue. Hein. On va au conservatoire, voir les scènes libres, ils sont déments les gamins. Mais puis même, ils donnent vraiment envie d'écrire pour eux en plus. Donc j'ai l'impression que maintenant, les gamins, on tape la génération, ceux qui ont 20 ans et qui arrivent à Paris, je me fais pas trop de soucis pour eux, quand ils ont la passion en tout cas. Et toi, en tant que réel, c'est quelque chose que tu vois d'un bon œil, ça? Tu te dis pas, ils ont encore rien prouvé, ils veulent taper du poing sur la table? Non, moi j'aime bien. J'aime bien parce que justement les personnages que j'écris généralement sont des personnages, même s'ils sont jeunes, qui ont vécu des choses. Donc plus le comédien a vécu, plus pour moi c'est du pain béni. Euh, donc une belle gueule, enfin vraiment c'est l'antithèse de tout ce que j'ai connu sur TF1. Donc une belle gueule juste pour paraître. Enfin moi vraiment quelqu'un qui, j'ai envie de travailler avec quelqu'un. Déjà il faut quelqu'un qui ait la passion et une connaissance intime du métier. Sinon on ne pourra pas dialoguer. En metteur en scène comédien, il y a des films de référence que j'aimerais qu'il. Il faut quelqu'un qui soit passionné, qui a envie de. Et qui voit ce métier comme une passion. Sinon, c'est pas possible. Et après, qui a vécu des choses. Mais après, c'est compliqué pour moi parce que je commence à faire des phases de casting après avoir été 10 ans comédien. Donc, c'est très compliqué d'être de l'autre côté parce que je sais tellement ce que c'est que d'être de l'autre. Mais après, encore une fois, il y a un moment donné où tu dois aussi penser à ton film. Tu vas dire, ok, t'as pas le temps de considération. Mais pour moi, c'est quand même une tâche étrange parce que j'ai quand même été comédien pendant très longtemps. Et maintenant, je refuse de l'être, hormis dans des projets qui me plaisent. Et d'ailleurs, le premier projet que je vais faire, c'est mon film où je me donne un petit rôle, non pas parce que je veux m'en donner un, mais parce que je suis pas financé par l'ADAMI, organisme d'acteurs, si j'ai pas un petit rôle dedans. Et du coup, c'est plutôt chouette d'aborder la comédie avec quelque chose qu'on aime. Mais du coup, c'est compliqué pour moi là encore. Je suis vraiment dans cette juxtaposition de rencontrer des comédiens pour travailler. Et donc, du coup, je vois qu'il y a une forme d'autorité à avoir, alors qu'il y a encore 3 ans, je passais des castings à cette place-là. Donc, c'est juste un petit changement à faire pour moi là-dessus. Mais maintenant, non, j'adore. Au contraire, plus ils ont de la personnalité, plus j'aime. Et plus les tournages sont folklore, plus j'aime. Enfin, je vais tourner un film 3 semaines avec Béatrice Dalle quand même. Donc, évidemment, j'aime les choses un peu, non pas folklore, mais sincères, honnêtes, spontanées et in fine artistiques. Et toi qui viens d'une formation vraiment théâtrale, conservatoire, théâtre Ouais, plutôt classique, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que c'est quelque chose qui est nécessaire pour faire ce métier? Oui. Ouais, encore, Indispensable. Indispensable. Savoir d'où on vient pour savoir où on va. La connaissance cinématographique, je l'avais, pas la connaissance théâtrale, donc tous les grands textes en alexandrin, bref, du Racine, etc. Ça, j'en ai bouffé. Mais du coup, ça peut paraître rébarbatif sur le moment, mais après, on se rend compte de la richesse que ça nous a apporté. Et moi, je suis assez nostalgique de ces 2 années de conservatoire à Nantes. C'est vraiment bien. J'ai vraiment appris tellement de choses. Et comment dire, et encore une fois, c'est savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc, quand on fait. Je ne fais pas de théâtre. Je pense retourner au boulevard dans quelques années, loin du classique. Mais je pense que s'il y a un truc populaire que j'aimerais faire, c'est écrire pour du théâtre de boulevard. Pas du tout pour des séries ou des films populaires, mais vraiment pour du théâtre de boulevard. Et. Et je me suis perdu dans ma pensée. Non. Oui, ce que je voulais dire, c'est autant je pense que quand on fait du cinéma ou de la télévision, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, donc avoir un minimum de culture, quel que soit le poste, c'est-à-dire que ce soit auteur, il y a des scénaristes qui connaissent rien au grand film français et qui se disent scénaristes, allô. Mais théâtre, pareil. Je me mets à la place d'un comédien de théâtre de 40 ou 50 ans qui voit un comédien débarquer qui n'a pas lu de Molière, de Racine ou de Beaumarchais. Enfin, non. Donc oui, c'est indispensable. Enfin moi, ça m'a apporté énormément d'un point de vue culturel. Et j'ai pas fait de théâtre après, mais ça m'a apporté dans la vie, ça m'a apporté pour mes livres, ça m'a apporté quand je vois des adaptations cinématographiques de pièces que j'ai lues. Non, si, c'est super important. Oui, puis ça t'apporte une rigueur aussi. Oui, c'était un conservatoire moi, donc c'était pas une école privée, parce que ma mère n'aurait jamais eu les moyens de me payer une école privée, mais c'était un conservatoire, donc c'était une école d'État, avec un concours, donc c'était quand même très... on était peu, du coup dans la classe on était une douzaine, donc c'était vraiment quelque chose un peu comme dans les années 50 et l'Actor Studio, c'était vraiment très libre et il y avait vraiment du temps, c'était pas la machine que peuvent avoir les gamins qui sont en cours privé comme le cours Florent, où tu payes très cher. J'étais quand même dans un conservatoire régional, donc c'était le meilleur moyen pour aborder le métier, pas à Paris, donc on n'est pas tout de suite dans la jungle, il y a cette espèce de petit fossé entre les deux, donc moi j'ai adoré, hein. Les premiers cours que j'ai reçus de Jacques Guillou, mon professeur de théâtre, qui j'espère est toujours en vie d'ailleurs, il m'a dit tu sors et tu vis, parce que j'étais le plus jeune de la promo, et du coup dans la première week-end, j'ai fait ma première boîte gay, j'ai eu mon premier copain, et j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'était vraiment génial, première leçon qu'on m'a donnée de ma vie de théâtre, c'est tu sors et tu vis. Je trouve ça dingue, et du coup c'est une phrase de mon film d'ailleurs. Puis en fait, je trouve ça chouette que tu parles du fait que on n'est pas obligé de payer des écoles privées pour faire du théâtre. Non, mais après, c'est du concours, donc il faut être passionné et avoir un petit peu de talent. On en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que dans un concours, tu as un entretien, on te demande si tu es là pour les bonnes raisons. Et je pense que beaucoup
de gens maintenant qui veulent être comédiens se retrouvent à faire des concours et se dire mais qui est Racine, Je suis un peu vache parce qu'il y a énormément de passionnés. Je te dis, dans cette nouvelle génération, il y a des gamins en conservatoire qui sont mais quand même, on voit que généralement les écoles publiques, donc il n'y a pas que le conservatoire, il y a les conservatoires de région, conservatoire de Paris, National Supérieur d'Art Dramatique, le TNS, le TNB. Souvent les plus talentueux et passionnés sont là. Et quand on va dans les classes qui coûtent très cher, où tout le monde peut aller, on se demande un peu ce qu'ils font là, les gamins. On leur donne de mauvaises idées, de mauvaises pistes, directions. Et donc j'ai eu une grande chance aussi d'avoir été accepté au conservatoire, vraiment. Oui, parce que finalement, c'est pas les écoles les plus chères qui vont te donner la formation la plus poussée. C'était une école publique, donc je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'à l'époque, 2007, 2006, 2007, je crois que ma mère payait 370 € par trimestre, alors qu'un cours Florent, c'est 1700 € par mois. Ouais, on n'est pas sur les mêmes... Par trimestre, pardon. 1700 € par... Je vais pas mentir. Après, il y a des gens qui se font des idées de ce métier que j'aime plus que tout, qui m'a sauvé la vie de toutes les manières qu'on puisse être sauvé, un peu comme dit Rose dans Titanic, parce que il y a des gens qui pensent encore que c'est un métier du fric. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc trucs d'influence, de machin, de drogue. Le nombre de drogue, j'ai entendu ça tellement de fois, je n'ai jamais vu dans le métier. Et du coup, ça m'énerve. Je pense que ce genre de classe, c'est pas, on met plus. Par exemple, je dis cours Florent, ça parlera plus aux gens qui ne sont pas de ce métier que Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Alors que du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique sortent tous les grands comédiens et cours Florent maintenant non. Donc du coup je vomis vraiment sur ce truc parce que oui, ça donne une mauvaise image du métier et du coup c'est pas cool, je trouve. Comme ces acteurs qui sont plus sur les réseaux sociaux qu'à tourner ou qui vendent du savon en profitant d'un rôle populaire qu'ils ont sur une certaine série ou voilà. Après c'est un cercle vicieux parce que c'est pas aidé par les journalistes qui, pour faire de l'écoute, vont inviter dans leur podcast que des gens qui viennent de Demain nous appartient ou de Clem. Je dis ça venant d'une série comme ça, donc je fais attention à ce que je dis, je crache pas sur eux, je viens de là, donc je pense que je peux parler en connaissance de cause. Et parfois je dis à des gens qui se disent journalistes, mais pourquoi t'invites un tel alors que tu pourras avoir... Ah oui, mais ça fait plus de visibilité, tu comprends. Oui, sauf que dans 20 ans, tu pourras sortir quand... Enfin, il y a des choses, même dans la manière de voir ce métier, que je comprends plus. Il y a vraiment deux façons de le voir différents. Un pour la fame et l'argent, et l'autre pour vraiment une passion qui te déchire les tripes. Et après, quand c'est spontané, le succès, que ce soit public, critique, viendra. Je crois, hein. Je suis sûr. Je pensais pas en vendre 5 livres. Et je suis content des chiffres, mais je suis surtout content des critiques. Mais parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé. Et du coup, il y a des fois, on me se fout de ma gueule. Les gens ils disent, oui, tu poses plein de critiques qu'on fait de toi. Et je dis, vous préférez ça ou des photos de moi à poil sur la plage dont tout le monde se fout? Bah oui, Télé Ramédis, qu'ils aiment bien ma soirée. Oui, je le poste parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça, donc il y a une bonne critique, oui. Mais si c'est pour... je dis, donc là, vous m'engueulez. En revanche, vous likez la personne qui est acteur et qui se met son téton à l'air à Saint-Jean-de-Luz et qui a 4000 likes. En soi, je préfère avoir mes petits instants likes et ma critique Télérama que si je me mets à poil. Et c'est une manière de voir les choses. Pour moi, c'est pas condescendant. Quand je dis ça, ça fait partie de mon métier. Je trouve ça plus condescendant de se foutre en photo 15 fois par jour pour montrer, regardez comme je suis beau. Je sais pas. Encore une fois, c'est peut-être une forme de snobisme. Tu fais ça pour les bonnes raisons. Il n'y a pas s'il y a des bonnes raisons, ce sont mes raisons. Peut-être que la personne qui a tout compris à se mettre à poil et à tirer la gamine et du coup être dans des films populaires, et peut-être qu'il veut ça. Moi, ce sont mes raisons. Et c'est pour ça aussi que je voudrais pas revenir dans cette série s'il y a un atout et tout, parce que c'est plus une série qui me ressemble et je connais... donc il faut être, ce que je te disais tout à l'heure, pour pas virer dingue, il faut être homogène. Il faut que chaque chose que tu fasses ait quand même un lien viscéral avec ce qui te donne envie de faire ce métier, cette passion et de transmettre. Et ce métier est un métier de transmission. Je ne vois pas ce qu'on peut transmettre dans une série comme... Je ne vais pas citer de nom. Parce que je fais trop de festivals et je les croise et après ils m'engueulent. Je ne vois pas comment, en tant que comédien, on peut aimer transmettre en ne faisant que de la publicité. Il y en a qui font que de la publicité. On peut aimer transmettre en faisant que des séries populaires sans avoir envie de plus, sans avoir envie de choses qui ne sont pas juste pour faire manger du fromage aux gens. Enfin, voilà, le coup de la transmission. S'il n'y a aucune transmission... Tu me disais hors antenne tout à l'heure, il faudrait que tu parles du refuge, ça peut aider un gamin, c'est bien. Ouais. Et je préfère faire des projets où ça peut aider qu'un gamin si on en parle, plutôt que des trucs qui sont vus par 1 million où il y a tellement rien qui passe que du coup c'est aussi vu, vite consommé, vite. Et d'où le fait que je comprenne pas certains journalistes quand ils disent oui, ils me disent oui, je vais avoir tel machin en interview, je leur dis oui, mais tu vas rien apprendre. Enfin, tu as peut-être de la visibilité, mais dans 4 ans c'est fini. Quand interview ce mec-là de théâtre qui est moins connu, qui reste que quelques années à vivre, tu seras très content de l'avoir déjà quand il sera pas là parce que tu l'as eu, mais aussi ça va tellement t'ouvrir l'âme. Il y a des journalistes qui sont plus du tout dans ce truc-là. Moi, ça m'énerve. Ouais, moi je trouve pas ça simple de faire quelque chose qui te tient à cœur juste pour le public. Enfin, moi j'ai pas envie de regarder dans 20 ans ce que j'ai fait et de me dire oh, j'en suis pas fière. Mais il y a quelqu'un que je connaissais il y a quelques années qui était un animateur vraiment de talent qui interviewait
qui interviewait des gens de la pop culture américaine, etc. Son truc, c'était la pop culture. Il faisait ça très bien, dans un groupe qui marchait beaucoup à l'époque. Et ensuite, il a complètement viré des coutilles. Il a vu que TikTok marchait. Et moi, c'est quelque chose, je vomis ce réseau. Et je voyais quelqu'un d'un immense talent qui le gâchait sur. Après, chacun a son parcours professionnel, chacun a. Et du coup, j'ai croisé à une soirée du métier, et comme je dis, j'ai pas les langues dans ma poche, il m'a demandé pourquoi j'étais un peu froid, j'ai dit écoute, j'ai rien à te dire, tu parles de Sima sur TikTok, pour moi c'est antinomique. Et ce mec m'a étranglé en pleine soirée parce que, et ça a choqué tout le monde, mais parce que c'est ce nouveau truc de réseaux sociaux, de TikTok, de si quelqu'un n'aime pas, il faut être dans le clash tout de suite, c'est pas du tout mon délire. Et je le dis en face. Ce TikToker-là d'ailleurs n'avait pas du tout apprécié ma réflexion. Oui, après tu vois, tout à l'heure tu parlais du Hugo Travers qui fait Hugo Décrypte. Ah, c'est génial ça, ce gamin. Il est allé sur J'aurais TikTok été incapable. Aussi, ah, je sais, j'ai vraiment. Ouais. Mais alors, ok. Je pense que. Mais c'est comme Madonna qui est sur TikTok, qui pour moi est l'artiste la plus influente de. C'est un nouveau moyen de communication. Après, moi, j'ai tendance à appeler ça tic-tac-toc parce que c'est pas mon moyen. Je comprends pas. Mais si des gens comme Hugo Travers arrivent via TikTok à cultiver les gens, à leur donner le goût à la politique, à la culture, et ben mazel tov. Et j'ai l'impression qu'il a réussi à faire ça, et ben franchement chapeau. Que Hugo Travers, on parle d'un gamin qui est passionné, qui fait ça depuis longtemps, qui a une culture politique et culturelle dingue, qui s'est synthétisé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà 20 ans de métier dans la tête alors qu'il a 20 balais. Donc c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et lui, il arrive à le faire incroyablement parce qu'il connaît parfaitement les outils de sa génération, et il connaît parfaitement le milieu culturel, le milieu médiatique, et lui, il faut le surveiller, lui, hein. Il va aller très très loin. Hugo. Ah, mais il est super fort. Enfin, d'ailleurs, là, pour le coup, il interviewe des sacrées personnes aussi. Tout ce qui est chef d'État, etc. Mais il le mérite parce qu'encore une fois, c'est du travail. Il fait ça depuis des années. Donc, c'est comme, il y a une... j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de dire ça, mais j'ai une amie proche, qui me dit c'est un peu et vraiment je l'avais mal pris, et alors quand je prends mal quelque chose comme tu l'as vu, je rentre dans l'art de la personne. Elle me dit oui mais c'est dégueulasse, tu fais des éditos sur CNews et tout, moi j'ai fait une fac de journalisme. Et je lui dis attends, je fais des éditos sur CNews le matin parce que j'ai 13 heures d'antenne dans la gueule, parce que j'ai écrit un livre, parce que j'ai travaillé sur ces sujets là, parce que donc il y a un lien, c'est pas, et elle voit le oui, mais c'est parce que tu as fait un truc populaire comme Clem que du coup tu fais des. Mais non, c'est pas parce que j'ai fait Clem que je peux avoir un débat face à Eric Zemmour sur CNews. Ah, tu serais pas passé de Clem à CNews. À un moment donné, il faut avoir un peu de. Je vais pas utiliser le mot talent, mais il faut avoir un peu quand même de connaissance intime de ce dont tu parles. Je lui dis, ça n'a rien à voir. Je m'engueule souvent avec elle là-dessus, parce qu'elle me dit aussi, oui, mais tu vois, je trouve ça dégueulasse que Karine Ferry présente le loto et pas moi qui ai fait une fac de journalisme. Je dis, alors déjà, je vois pas ce que entre journalisme et loto, il y a un. Mais c'est surtout Karine, elle est dans ce métier depuis 15 ans. Donc moi, je mets à la place d'un patron de chaîne. Elle connaît son métier, l'oreillette et tout, on la fout dedans. Il y a pas de. Et je trouve ça normal. Et comment dire, il y a aussi cette aigreur de. Et j'ai envie de lui dire, ben non, mais travaille, et à un moment donné, on te remarquera. Ne tombe pas dans la jalousie ou l'aigreur, ça sert absolument à rien. Si tu écoutes ce podcast, tu te reconnaîtras, je suis désolé, je dis ça avec beaucoup de bienveillance. Non, puis je pense qu'en effet, il y a la formation, c'est une chose, mais après, tu as l'école du terrain aussi. Mais oui, c'est tout le terrain. J'ai appris la télévision par le terrain, la réalisation par le terrain, faire des documentaires par le terrain, écrire par le terrain, les débats par le terrain, tout par le terrain. Je n'ai rien fait rien fait en cours. Donc tout ce métier-là, c'est pour ça que je ne comprends pas quand on me dit j'ai quand même fait une école de journalisme et tout, déjà ça me fait rire parce que c'est un peu comme les écoles de comédiens, il suffit de payer beaucoup et t'as être une école de journaliste, ça veut pas dire à la carte de presse, faut faire très attention à ça. Quand je vois le niveau de certains et je dis on ne t'apprend pas à parler devant 1 million de personnes, à gérer un direct, à rebondir culturellement sur quelque chose. Pour rebondir avec un invité et pas être sur tes fiches, faut avoir vu les films, donc aller au cinéma, donc du coup tout un truc, et c'est pas parce que tu sors d'une école de journaliste, bim on te met à l'antenne, c'est tellement pas comme ça que ça se passe. C'est la vie, le parler, c'est une autre forme de toi qui est à l'antenne, certainement pas la forme école de journalisme, enfin je crois. C'est pour ça que les écoles de journalisme donnent beaucoup de faux rêves aux gamins, comme les écoles de comédiens, sauf les vraies écoles d'État, par concours, donc par talent et par passion, c'est QFD. Oui, c'est ça. Puis après, parfois, je pense que c'est un métier journaliste qui est très long. Tu mets très longtemps à arriver à ce oui, mais que tu as voulu au début. Qu'est-ce qu'est le journalisme ? Par exemple, je ne me considère pas du tout comme journaliste, pas du tout, parce que je ne pourrais pas parler d'un film que je n'aime pas, par exemple. Je ne saurais pas le faire. Par contre, parler d'un film que j'aime bien, là, oui. Je ne saurais parler qu'avec passion, donc sans mettre de... Et c'est pour ça que quand on me présente comme journaliste, j'ai pas ma carte de presse, j'ai pas de... Mais c'est pas de la fausse humilité parce que je pense que j'ai vraiment pas ni le talent ni parce que pour moi des journalistes on parle d'Anne Sinclair, Jean-Pierre Lavoignat, Michel Simon, enfin voilà ce que sont pour moi des journalistes. Donc c'est vrai que quand par contre j'en entends qui se considèrent journalistes alors qu'ils n'ont mais pas un dixième et ça m'énerve. Je me dis
c'est pas de la fausse humilité, mais c'est quand, enfin voilà, j'ai quand même fait des heures d'antenne et tout, je me considère pas du tout comme journaliste. Donc il y en a qui sortent d'école de journaliste, ils se le disent, non. Enfin pas, il faut remettre peut-être, redonner ses lettres de noblesse au journalisme. Réapprendre ce qu'était Anne Sinclair, qui mettait pas 1000 photos par jour sur Instagram et qui était à bouquiner. C'est pour ça que c'est une grande journaliste. Mais après, à qui la faute? Parce que si à force de présenter... tu as totalement raison. Enfin, tu vois, si c'est écrit journaliste sur ton contrat de travail, bah forcément... Tu as raison. Tu as raison. Mais peut-être que c'est juste, dans les écoles de journalisme, rappeler aux jeunes ce que sont de vrais journalistes. Et voilà, il y a plein de journalistes qui ne voient que par les réseaux sociaux. Moi, j'entends cette même personne, la pauvre, qu'on pensait que c'est... Mais qui me dit, oui, mon Instagram n'est pas assez suivi, du coup, je n'aurai pas cet invité. Là, j'étais bon. Et je me dis, elle a certainement raison de penser ça, parce que c'est-à-dire que par derrière, quelqu'un, au lieu d'écouter le travail du podcast, va voir le nombre d'abonnés. Ce qui est absolument stupide. Là, tu vois, j'ai 64 000 abonnés sur Instagram, j'en avais 86 000 quand j'ai quitté Clem. Du coup, je préfère en avoir moins, mais que les gens qui me suivent, c'est vraiment pour ce que je fais, plutôt que plus. Donc si je suis ce délire-là, ça veut dire que c'est moins bien ce que je fais parce que j'ai moins d'abonnés. Alors que je trouve que ce que je fais est beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Et du coup, c'est ce que je disais lui dire, je lui dis, mais t'es complètement formaté avec ce truc réseau. Et ce qu'elle me répond, c'est, oui, mais tu n'es pas dans le monde de maintenant, et le monde de maintenant, c'est comme ça. Donc je pense qu'il y a une part aussi des gens qui le font, ils doivent se dire, top, c'est pas la vie, c'est pas ça. Et aussi des gens qui engagent en se disant que des nombres d'abonnés d'Instagram ne fait pas la qualité d'un podcast ou d'une émission, pas du tout. Oui, puis après, c'est aussi... il vaut mieux avoir, enfin, c'est mon avis, mais il vaut mieux avoir une petite communauté, mais qui va te porter dans chacun de tes projets, qu'une communauté plus nombreuse, mais de haters. Mais ce mot communauté, j'ai jamais compris. Parce que on me dit, t'as une communauté. Les gens qui achètent mes livres ne sont pas les mêmes que ceux qui me regardent sur CNews, ne sont pas les mêmes que ceux qui me voient en conférence, ne sont pas les mêmes que les Parisiens qui vont payer 10 balles pour voir un film en pellicule. Donc c'est quoi ma communauté? Ne sont pas les mêmes que les jeunes que je vais voir avec le refuge et qui n'en ont rien à foutre de quand je parle de films de patrimoine sur scène et tout, alors que pourtant il y a un lien. Donc quelle communauté en fait? C'est pour ça que je pense que ça marche pour tout ce qui est youtubeur et tout, mais après le problème c'est que comme on a... Comment dire, avoir des gens sur les réseaux sociaux veut dire communauté. Mais du coup, non, je suis sur mes réseaux, je le vois. Il y a des gens qui me suivent en mode conférencier qui n'en ont rien à foutre de livres et d'autres pour les mêmes trucs. Ça, c'est chouette, mais on parle d'un petit pourcentage. Hein. Mais c'est pour ça, par la communauté, je pense que ça marche vraiment pour les youtubeurs, même les journalistes en soi, hein, qui ont des blogs ou des... Toi, tu peux parler de ta communauté, par exemple, avec ton podcast créé, etc. Mais moi, du coup, c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes entre mes vieux grands-pères et grand-mères de l'Escurial de Paris 13 et mes gamins trans d'Aubervilliers pour le refuge. Il y a quand même un monde. Hein. Oui, c'est que tu fais des choses qui sont super différentes. En même temps, ce que je voulais dire par là, par le nombre de personnes qui suivent, c'est que je veux dire, il vaut mieux... Enfin, au moins, les gens qui te suivent, j'espère, te suivent de manière bienveillante, te soutiennent, et c'est quelque chose qui va te porter. Oui. Bah maintenant, parce qu'après, je te dis, il y en a plein qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils font et qui sont partis. Et ça a bon débarras, d'autres qui sont venus tout court. Après, faut pas ouvrir Twitter. Hein. J'y vais parce que je suis les bonnes personnes. J'adore Twitter. Parce que je suis exactement les bonnes personnes. Je me perds pas dans des trous noirs à regarder les... Puis quand je fais un débat, je l'arrête 3 jours. Parce que je sais que je me promets une insulte, et puis après ça passe au suivant. Donc du coup, après, il faut avoir un espèce de recul là-dessus. C'est pas toujours bienveillant, mais comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, je vois que la bienveillance chez les gens et tout, et je m'écarte vraiment des mauvaises énergies, hypocrisie, fausseté, aigreur, méchanceté. Du coup, je vois pas trop ça. Mais si j'allais sur Twitter et que si je voulais vraiment voir à quel point les gens sont pas bienveillants sur Internet, je pourrais le voir en 2 secondes. Si je regarde des commentaires sur YouTube, mais du coup, je le fais pas parce que ça va servir à rien, je trouve. Mais t'as toujours réussi à t'en écarter de ces aigreurs-là? Non. Oh là là. Non, j'allais voir toutes les critiques de mon livre, chaque tweet, à chaque fois que je faisais un débat et tout. Puis après, je me suis dit, mais c'est... Parce que tous mes amis disent, mais tu deviens pas fou. Et je dis, non, je veux voir. Je sais que j'ai raison de dire ça, et preuve en est, on m'insulte, on est raciste à mon égard, on trouve pas d'arguments sur ce que j'ai à dire, donc c'est bien que j'ai eu raison. Mais après, en fait, non, parce que je pense que ça a tiré plein de mauvaises énergies. Et du coup, je m'en écarte. Donc pareil, ce que je te disais tout à l'heure, j'aurais pas... La personne que j'étais il y a 10 ans m'entendrait dire ce que je viens de te dire sur TF1, sur Gulli, sur le milieu de la télévision, mais il se dirait, mais tu te prends pour qui? À juste titre, je crois. Donc du coup, je te dis ça sur... je vais pas regarder et tout, mais parce que je l'ai beaucoup fait. Donc du coup, je sais maintenant aussi m'en écarter. Tu vois, moi, des fois, je me dis, dans les conseils à donner, souvent on dit prépare-toi à ce que ça marche pas tout de suite et tout. Ah bah ça, mais oui. Est-ce que la vraie question, c'est pas... Ouais, mais est-ce que la question, c'est pas aussi prépare-toi à ce que potentiellement un jour ça marche et que ça peut être violent si ça marche d'un coup? Tu crois pas? Bah je sais pas, le seul grand succès populaire que j'ai eu, c'était Clem, en 3e rôle. Donc c'était pas ça qui...
c'est chiant après, si quand ça passe, quand tu. Puis je suis très provincial, moi, etc. Donc c'est un peu compliqué. Sortir en province, il a été tellement populaire et tout. Mais autrement, euh, surtout de la visibilité que j'ai eue par rapport à mes débats ou le livre. Mais le livre, encore une fois, c'est une niche. Donc ça a eu beaucoup de succès, mais dans une certaine niche. Donc je sais pas, je pense qu'il faut se préparer, tu as raison, à ce que ça ne marche pas, que ce soit long. Puis après, c'est Jeanne Moreau qui disait ça très très bien. Elle disait il y a, il y a des échecs qui sont très beaux et il y a des succès qui sont dégueulasses. Et parfois, même si ça ne marche pas, mais tu as tellement appris que tu t'en rends compte plus tard. Donc je pense dire, voilà, mais après, oui, je pense qu'à partir du moment où tu veux être dans ce métier de manière publique, donc que ce soit en comédien, en réalisateur, parce qu'il faut en faire la promo, en journaliste, en éditorialiste, bah, il faut avoir les nerfs solides parce que tu vas forcément pas plaire à tout le monde. Mais du coup, tu peux pas te plaindre après. Donc, c'est pour ça que je ne mets plus jamais sur les réseaux quand on m'insulte et tout, parce que dans ce cas-là, j'ai pas allé à la télé. Donc, il faut le savoir aussi. C'est-à-dire que c'est un retour de bâton, mais dans ce cas-là, tu l'as cherché aussi. Donc, faut pas le faire dans ce cas-là. Ouais, il faut le savoir Je avant, crois. s'y préparer. Ça, c'est aussi, ça fait partie des choses. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont, mais, non pas morts de trac, mais qui sont là comme ça et tout. Et je me dis, putain, de Dieu, alors toi, quand tu seras en direct, alors que tu auras quelqu'un en face qui te dira qu'il n'aime pas ta critique et tout, comment tu vas réagir? Faut quand même avoir les nerfs sacrément solides et ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend. Ça, je pense que il n'y a pas de don dans ce métier, j'y crois pas parce que c'est à force de travail et de connaissances et de culture que tu te fais toi-même. Mais avoir les nerfs solides, etc., c'est quand même un don, ça, je crois quand même. Ouais, vraiment. Ça, Ouais, je suis quand même plutôt ça, quand content. tu l'as dans ce métier, c'est vraiment bien. Bah oui. Après, enfin, que ce soit, enfin, comment dire, parler à Eric Zemmour ou à Tim Burton, bien que ce soit pas du tout les mêmes sujets de discussion, en direct, m'a jamais impressionné, m'a jamais fait peur. Impressionné, oui, mais fait peur, non. Et je pense qu'il faut être libre de son track, aimer le plateau, le micro, la radio et tout. Et je pense que ça, c'est vraiment un don. Et ça vient pas du métier ou du. Parce que moi, j'ai toujours été comme ça. Et comment dire, et du coup, enfin, aucun track sur scène, parler devant un. Donc je parle pas du tout que ce soit quelque chose par rapport au milieu social, professionnel ou citadin. Parce que je vois plein d'apprentis aussi journalistes, sortir d'école journalisme, ils sont tout un track devant le micro. Je dis, bah, ça t'a servi à quoi? C'est 15 000 balles pendant 3 ans. Ouais, après, ça dépend quel track c'est. Est-ce que c'est un track qui te porte de t'as envie de faire la meilleure émission possible? Après, il faut avoir le track de toute façon parce que ça marche. C'est Sarah Bernard qui disait ça, le track vient avec le talent. Il faut toujours avoir un peu de track. Toujours. D'ailleurs, j'ai peur quand j'ai pas le track, moi je me dis je vais être mauvais. Mais comment dire, mais il faut que ce soit bien. Il faut qu'il soit bien nourri et que ça sorte bien. Faut pas que ça te paralyse, faut que ça te pousse. Ouais, c'est ça, faut que ce soit le track Ouais. qui t'as trop envie de le faire, mais quand même, au fond, tu te poses quand même 1000 fois la question est-ce que tu vas vraiment réussir Mais ou il faut pas, que ça quoi. te pousse. Il faut vraiment que ça te pousse, voir ça comme une passion et un amusement, sinon t'es foutu. Je change un peu de sujet du coup, mais tu nous en parlais tout à l'heure, et donc de ton engagement auprès du refuge. Si tu veux un peu expliquer déjà ce qu'est cette association. Alors si ça Fondation peut aider maintenant, c'était quelqu'un. une association qui existe depuis une quinzaine d'années, qui a été à la base fondée par Nicolas Noguier et qui venait en aide aux personnes qui sont victimes de discrimination liée à leur orientation sexuelle, qu'ils soient transgenres, lesbiennes, gays, non-binaires, euh, et qui vivent des violences familiales, qu'elles soient morales ou physiques, de ce fait-là, qui souvent sont mis à la rue, donc exclus du milieu scolaire, qui souvent tombent dans le travail du sexe également. Et depuis quelques années, le refuge est devenu fondation, peut à présent s'occuper des mineurs, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'un mineur qui était mis à la rue, c'était le juge qui s'en occupait, il n'avait rien pendant 2 ou 3 semaines. Et c'est devenu une fondation qui aide aussi beaucoup de mineurs isolés migrants, parce que Dieu sait qu'il y en a qui viennent pour ça, et qui donc du coup vient en aide en remettant ces jeunes-là dans le système scolaire, en leur offrant un toit mais avec des psychologues à leur écoute et avec une certaine discipline, en les enlevant souvent du travail du sexe, parfois de l'addiction. Parce que quand t'es viré de chez toi, que t'as 16 ans, qu'on te dit tu es une merde, tu n'arriveras à rien, que tu ne connais personne, c'est très facile de tomber dans le travail du sexe et les addictions. Et très facile pour la droite catho de juger ces mecs-là après, alors que c'est eux qui les ont mis à la rue. Et donc du coup, c'est une fondation qui m'a contacté quand j'étais dans Clem et que du coup maintenant je soutiens mais à un autre niveau. Vraiment, ils sont partenaires de mon film, etc. Et du coup, avec cette fondation, j'ai découvert les queers racisés, et je les aide beaucoup dans tout un tas d'autres choses, la Pride des banlieues dont je suis un des porte-parole là, qu'on a fait à Aubervilliers et à Pantin il y a quelques mois. Voilà, je suis très très proche de la communauté queer, mais pas forcément celle très blanche de Paris, mais plutôt de ceux qui me ressemblent, donc de ceux qui cumulent le fait d'être différents de leur orientation, mais ensuite sur la couleur de leur peau. Et ça j'aime beaucoup, ça demande un courage, ils sont souvent en banlieue ces gamins-là, et j'aime beaucoup, je suis très très proche de ces gars, ils sont très très courageux de s'assumer comme ça, de faire une croix sur leur famille pour s'assumer.
Je trouve ça vachement courageux quand même. Puis ça a énormément de sens de travailler auprès de ces personnes-là, tu te sens vraiment utile, quoi. Bah oui, c'est-à-dire que quand je leur montre un film de patrimoine et que clairement je vois dans leurs yeux, mon Dieu, il faut que je regarde tous les films de cette actrice, de ce réalisateur, ça me fait tellement bien que le film date des années 50 et que je vois qu'ensuite ils m'envoient des lettres en disant ça m'a fait du bien, j'ai découvert l'histoire de ma communauté, je me dis c'est cool, je préfère ça plutôt que... Non, non, c'est quelque chose, c'est vrai que les jeunes qui en ont chié, comme pour parler vulgairement, qui viennent à mes séances, qui lisent mon livre ou qui m'envoient des messages après mes débats et tout, bah c'est chouette parce que du coup, ouais, tu te sens un peu, non pas utile, mais tu fais pas ça pour rien. Et j'ai toujours tendance à voir un mec que j'ai été par rapport aux 100 insultes sur les réseaux sociaux. Oui, parce que forcément, j'imagine que quand tu t'engages pour ces causes-là, t'as pas que des messages très Quand tu t'engages pour agréables. cette cause-là, que tu décides d'être éditorialiste à Morandini, que tu fais des débats avec Jean Messia ou Eric Zemmour, oui, par derrière, t'es la bête à abattre de tout un pan de l'extrême droite ou de la droite conservatrice. Mais c'est pas grave, encore une fois, ce que je te disais, c'est comme les gens qui m'ont désuivi des réseaux sociaux, bah, c'est pas grave, je faisais plus quelque chose qui vous convenait, et évidemment je comprends. Encore une fois, je peux pas me plaindre. Je décide d'aller sur une chaîne plutôt de droite avec des idées de gauche. Donc clairement, je peux pas m'attendre à ce qu'on me jette des fleurs par derrière. Donc sur ça, je peux pas me plaindre. Mais alors c'est vrai que c'est violent les retours à chaque fois. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre dont tu veux parler ou si... Ah bah non, c'est ton podcast, chère Justine. Du coup, je conclue avec la même question à chaque fois. C'est si toi, aujourd'hui, avec tout ce que tu as fait, tout le parcours que tu as eu, tu pouvais parler au toi à 14 ans qui commence au conservatoire, qu'est-ce que tu te dirais ? Donc le mois de 14 ans, donc c'est-à-dire dans sa chambre de Saint-Nazaire, en pleine campagne nazérienne, qui avait Madonna partout autour de sa chambre et des posters de Buffy et d'Elizabeth Taylor. Je lui dirais qu'il sera aimé pour toutes les choses pour lesquelles il est détesté, puisque j'étais au collège à 14 ans, donc je subissais vachement de harcèlement scolaire, qu'il faut jamais lâcher l'affaire en termes de travail, et qu'il ne faut pas se perdre dans certaines superficialités, parce que je pense que j'ai perdu beaucoup de temps ces dernières années. J'aurais aimé quitter Gulli et la série plus tôt. J'aurais aimé faire certains projets plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Donc je lui dirais de jamais perdre de vue ce qu'il veut vraiment, et de pas lâcher, et surtout d'apprendre tous les jours, de se cultiver tout le temps. Ça, je l'ai toujours fait. Mais surtout de pas lâcher et de pas se perdre dans... Il y a de l'argent, de la parade, de la notoriété, ça doit être cool. Non. Ça, généralement, c'est vraiment de pas perdre de vue pourquoi il a envie de faire ce métier et cette passion. Et de continuer à faire comme s'il était Michel Drucker devant sa glace, parce que du coup, c'est de la formation. Ah ben ça, c'est sûr. On l'a tous fait. Ah oui. Oh là là, oui. Merci beaucoup. Merci Justine. Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite!